Bonjour à tous, je suis Benjamin Delay, ingénieur de développement et correspondant bio pour la zone nord et est de Terrinovia. Aujourd'hui, nous allons évoquer la culture de tournesol conduit en agriculture biologique. Nous voulions évoquer cette culture avec vous pour plusieurs raisons. La culture de tournesol a des vertus agro-environnement reconnues, des besoins en azote et phosphore modérés et une bonne valorisation de la matière organique du sol grâce à son système racinaire pivotant. C'est une culture qui répond aux enjeux du changement climatique avec sa capacité à s'implanter dans des terres assez superficielles ayant une réserve en eau limitée. Elle a des atouts agronomiques indéniables, elle permet de diversifier les rotations et de rompre le cycle des bioagresseurs. C'est une culture qui contribue aussi au plan protéines avec des tourteaux riches en protéines végétales. J'évoquerai dans un topo ce facteur. C'est une ressource clé pour les insectes pollinisateurs et enfin, on a une bonne valorisation économique autour des 700 € tonnes. Ce sont les chiffres de 2021. Le plan des interventions de ce matin est le suivant. Nous commencerons par l'implantation du tournesol avec la clé du succès. Comment bien gérer la fertilisation azotée du tournesol, l'intérêt et limite des oligo-éléments et biostimulants sur tournesol, et pour finir, le choix variétal en agriculture biologique, en évoquant les critères à prendre en compte pour choisir sa variété, et enfin l'exemple de 2 stratégies de sélection variétale par 2 semenciers. Je laisse la main à Christophe pour la première présentation. Bonjour à tous, donc Christophe Vivier, donc je suis responsable production à la COCIBI, une coopérative bio, 100% bio, dont le siège social est à Nitry dans Lyon, en Bourgogne. Donc je vais vous partager mon écran et donc parler des principaux points pour réussir l'implantation du tournesol. Donc j'ai un petit... Excusez-moi. Est-ce qu'au niveau du partage, c'est bon? Oui, c'est bon. Je vais présenter les principaux points clés pour réussir l'implantation du tournesol de façon chronologique, en présentant d'abord la partie gestion du couvert d'interculture et préparation du sol. Durant cette partie-là, l'essentiel des interventions permettront d'assurer un bon enracinement du tournesol et de déstocker des adventices. Et puis ensuite, on verra le semis en lui-même, dont l'objectif de cette partie-là est d'assurer une bonne levée et d'avoir un peuplement satisfaisant par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Alors si ça a bien installé son système racinaire pivotant. Donc on voit sur le graphique de gauche que c'est vraiment une culture qui peut, lorsque le sol le permet en termes de profondeur, explorer une grande zone du sol et descendre à des profondeurs importantes. Et on voit que comparé à des cultures comme le soja ou le blé, on voit sa faculté à vraiment mobiliser de l'eau en profondeur à des niveaux supérieurs aux 2 autres cultures citées, soja et blé. Donc voilà, tout l'intérêt de bien réussir l'implantation du tournesol afin de favoriser l'implantation de ce système racinaire pour qu'il puisse mobiliser eau et éléments minéraux sur l'ensemble du profil du sol. Donc le profil recherché idéalement pour réussir l'implantation du tournesol, c'est d'abord un lit de semences superficiel sur environ 5 cm, d'avoir un lit de semences avec une proportion de terre fine importante afin d'assurer un bon contact entre la graine et le sol. Ensuite, une zone de 10-15 cm où là, on peut avoir une préparation plus grossière, donc avec un mélange de terre fine et de motte plus importante. Et là, ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas de zone de lissage sous cette zone-là ou dans cette zone-là.
Et puis en dessous, donc la partie du sol qui en général n'est pas touchée par les outils de travail du sol, qui doit être poreuse afin de permettre aux racines de descendre en profondeur. Donc, concernant le couvert, si on commence par la destruction du couvert, donc un des points essentiels en bio, c'est de bien réussir à détruire le couvert, afin que ce couvert ne soit pas une gêne au moment du semis ou que ce couvert puisse devenir une adventice s'il y a des repiquages dans la culture du tournesol qui va suivre. Donc la période de destruction du couvert en fait peut s'envisager depuis la fin de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver, avec comme période de destruction la plus tardive, c'est de le détruire au minimum 2 mois avant la prévision de semis du tournesol, afin de ne pas pénaliser la culture. On privilégiera une destruction précoce dans le cadre de couverts qui sont déjà bien développés dès l'automne, voilà, ou des couverts qui sont proches de fleurir ou qui ont commencé à fleurir. En effet, lorsqu'on a des couverts qui commencent à fleurir, on a un C/N qui augmente et des plantes qui se lignifient. Et voilà, donc des plantes qui vont, une fois détruites, vont mobiliser de l'azote et peuvent créer une faille d'azote sur la culture suivante, sur le tournesol qui va suivre. Donc voilà, donc c'est important de détruire. Si on a un beau couvert, qu'il est bien développé dès l'automne, il n'est pas obligé d'attendre plus longtemps pour le détruire. Inversement, on peut être amené à détruire le couvert, à le laisser en place un peu plus longtemps si on est dans les sols limoneux, car on sait que le fait de maintenir le couvert dans les sols limoneux permet de maintenir une structure grâce aux racines qui restent en place. En cas de présence d'adventice dans le couvert, ce qui peut être le cas, ou si on n'a pas de couvert, donc là, en fait, c'est pareil, c'est la présence d'adventices et leur capacité à monter à graines qui va déclencher la date de destruction. Donc, une des façons les plus aisées de détruire le couvert, c'est de passer par le labour. Donc, le labour qui peut se positionner donc, à l'automne, en fin d'automne ou durant l'hiver. Donc, ce labour est certainement la façon la plus efficace de bien détruire le couvert ou les repousses ou les adventices, à condition qu'il soit réalisé dans de bonnes conditions afin de limiter le plus possible l'entassement en fonderie. Voilà, donc on choisira une période où le sol est bien essuyé pour réaliser ce labour. La deuxième solution pour détruire les couverts lorsqu'on ne souhaite pas labourer, c'est d'utiliser des outils à dents, des outils à dents équipés de pas de doigts qui permettent de scalper et de détruire le couvert ou les adventices. Donc souvent, plusieurs passages sont nécessaires et donc une destruction peut commencer à la fin de l'automne, mais également se poursuivre en hiver sur sol gelé. Donc cette période de sol gelé en hiver, dans les régions où l'hiver est encore assez marqué, est très favorable à la destruction des couverts, puisqu'on a à la fois l'action de la dent et l'action du gel. À noter également que, quelle que soit la méthode qui est retenue pour la destruction du couvert, si le couvert est très développé avant sa destruction, un roulage au préalable ou un broyage peut permettre de favoriser sa destruction. Enfin, dans les sols limoneux, si on souhaite conserver le couvert un peu plus longtemps et si on constate qu'on a des reprises en masse, on peut avoir recours à des outils de type dent Michel pour sous-soler, enfin décompacter le sol plus en profondeur. L'avantage de ce type de dent, c'est qu'elle permet de ne pas bouleverser l'horizon, mais ce type de dent n'est pas efficace pour détruire un couvert. Donc en fait, la destruction du couvert devra combiner d'autres outils, donc des dents type pas de doigt, pour assurer une destruction, la dent Michel étant juste un outil de restructuration et de maintien des horizons en place. Maintenant qu'on a parlé de destruction des couverts, on s'approche de la période de semis avec la reprise au printemps. Donc là, l'idée, c'est de favoriser les outils à dents superficielles pour affiner le lit de semence et faire autant que possible des faux semis. Donc si la météo s'y prête, on peut réaliser 2 à 3 passages d'outils à dents et donc de favoriser les faux semis et de les détruire lorsque les adventices sont encore toutes petites.
Ce qui est surtout important sur cette période-là, c'est de réaliser les faux semis pas trop tôt, c'est-à-dire d'attendre que le sol soit bien essuyé pour commencer à réaliser les travaux du sol superficiel et favoriser les faux semis. Ensuite, on arrive réellement à la période de semis. On visera donc en termes pour réussir le semis et donc une profondeur de semis de l'ordre de 2 à 3 cm lorsque le sol est frais. Si l'horizon de surface est bien desséché, en fait, on peut viser 4 à 5 cm. Voilà, un semis un peu plus profond lorsque le sol en surface est desséché. Inversement, on reste sur 2 à 3 cm lorsqu'on est dans les sols limoneux où on pourra avoir un petit peu de remontée capillaire. Donc 2 à 3 cm sont dans cette situation-là largement suffisants. Et puis l'autre clé essentielle, c'est la date de semis. Donc il a vraiment conditionné, c'est une des étapes clés de la réussite de la levée du tournesol. Donc c'est d'attendre suffisamment que le sol soit bien réchauffé. Donc voilà, donc le fait de combiner plusieurs faux semis nous permet de reculer un petit peu la date de semis et de positionner le semis lorsque la température du sol est au minimum de 8 degrés à 5 cm. Et puis un autre point important, lorsqu'on utilise un semoir de précision classique, c'est de maîtriser la vitesse d'avancement de façon à avoir une bonne régularité de positionnement des graines, et donc après des levées une répartition des pieds de tournesol homogène, donc de viser un semis de l'ordre de 6 km/h au maximum. Pour faire le lien avec la plateforme d'essai, enfin avec des plateformes d'essai, donc là justement c'est une photo qui illustre l'effet de la vitesse de semis sur la qualité de levée et la répartition des pieds. Donc on voit que la répartition des pieds est nettement meilleure pour un semis réalisé à 4 km/h par rapport à des semis qui sont réalisés à 8 km/h avec des semoirs monograines classiques. Je pose ici la question sur les exploitations qui ne sont pas équipées de semoirs monograines classiques, de recourir à un semoir à céréales pour semer le tournesol. Donc là, en fait, dans l'essai de Coumier, on avait comparé cette modalité-là, donc d'utiliser un semoir à céréales pour semer le tournesol, comparé à un semoir monograine à écartement de 50 cm. Ce qu'on voit en termes de rendement, c'est que le semoir à céréales, du coup, ne permet pas d'avoir une régularité au niveau du peuplement et de la répartition des pieds. Et donc, ça se traduit par une baisse de rendement. Donc, dans cet essai-là, on était sur un essai en bande sans répétition. On voit qu'à peu près, on a un écart de rendement de 3 cathos par hectare. Sur cet essai à Coumier sec, en fait, le semoir monograine qui est utilisé, c'est un semoir Tempo de Waderstadt. Et ce type de semoir permet de réaliser des semis de bonne qualité à des vitesses supérieures au semoir monograine classique. C'est pour ça que je ne suis pas surpris par rapport aux vitesses qui sont indiquées au-dessus des petites photos. Et puis, dernier point, c'est l'écartement. Là aussi, parfois, plus couramment, on utilise des semoirs à 50 cm d'écartement. Néanmoins, pour des raisons pratiques, certains peuvent utiliser des semoirs qui sont réglés pour l'écartement maïs, donc voilà, de l'ordre de 75 ou 80 cm d'écartement. Donc là aussi, j'ai repris un résultat d'essai qui a été conduit en Alsace en 2004. On voit nettement que le meilleur rendement est obtenu pour un peuplement de 70 000 graines par hectare et un écartement de 50, et qu'en aucun cas, en ayant un écartement de 80 cm, on arrive à ce même rendement, quoi. Soit si on maintient la densité, on a un écart de rendement de l'ordre de 4 quintaux, et même avec une densité un petit peu réduite, on n'arrive pas au même rendement qu'à l'écartement de 50. Donc voilà, il y a quand même un enjeu assez important, vu le prix du tournesol, à bien semer le tournesol en termes de densité et écartement. Et donc, c'est vivement recommandé de se diriger vers un écartement de 50 cm, éventuellement 60 cm, mais de ne pas aller au-delà. En résumé, si on reprend les éléments clés que je viens d'aborder, donc avant le semis,
L'important, c'est déjà de réussir l'implantation du couvert. Voilà, pourquoi c'est important, pour avoir un effet structurant du couvert sur le sol. Et puis, en choisissant de manière judicieuse son couvert, le couvert devient un engrais vert, hein, donc sa destruction et sa minéralisation va fournir des éléments minéraux intéressants pour l'alimentation du tournesol. Alors, je ne l'ai pas dit durant la présentation, mais comme la destruction du couvert est aussi un élément clé de la réussite, hein, c'est pas toujours facile à bien détruire son couvert. Il peut être judicieux de retenir des espèces qui sont faciles à détruire. Donc, notamment parmi les légumineuses, on peut citer le fenugrec, le trèfle d'Alexandrie ou la févrole. Parmi les crucifères, on peut citer le radis chinois ou la moutarde d'Abyssinie. Et puis, en termes de graminées, des graminées facilement gélives, donc on peut citer le sorgho. Et puis également la facélie, donc qui présente l'avantage de ne pas appartenir à aucune des familles cultivées. Voilà, donc avec ce type de couvert, avec ce type d'espèces, on a plus de facilité à les détruire, quoi. Donc ensuite, on l'a vu, il faut obtenir une structure favorable au développement racinaire du tournesol, un système qui permette une bonne installation de son système pivotant. Et puis, avant le semis à la reprise, réaliser des faux semis pour déstocker un maximum d'adventices avant de semer et attendre que le sol soit bien réchauffé pour semer, quoi. Donc, on l'a vu, un autre élément clé, c'est d'utiliser un semoir à écartement de 50 à 60 cm plutôt qu'un écartement de 75 à 80. Et éventuellement, par rapport aux oiseaux qui peuvent causer des dégâts entre le semis et la levée du tournesol ou à la levée, quoi. Il peut être intéressant de passer de la hersétrie juste après le semis pour faire disparaître les lignes de semis, afin que les corbeaux, notamment, soient moins préjudiciables pour cette culture. Et puis, j'ai rajouté, donc là, on n'est plus tout à fait sur la plantation, on est en post-semis, quoi. Le fait qu'on retarde un petit peu la date de semis en bio, souvent par rapport à des semis en conventionnel, il peut être aussi intéressant de rattraper ce petit décalage de végétation en binant, puisque en binant, d'une part, on lutte contre les adventices, on réchauffe le sol, surtout si le sol présente une croûte de battance, et on provoque une minéralisation. Et donc, en fait, on va booster le tournesol et donc rattraper un petit peu le retard qu'on a pris en ayant semé un petit peu plus tard. Voilà pour mon intervention. Merci Christophe. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Il y en a eu 3, donc on va prendre 5 à 10 minutes pour y répondre. Donc Christophe, la première question, c'est la destruction du couvert avec un passage de décompacteur, puis la préparation du lit de semence avec une fraise Valentini. T'en penses quoi? Je ne suis pas spécialiste des fraises, donc éventuellement, ça peut être une bonne technique pour détruire le couvert. Moi, je pense qu'il faut faire attention à ce que le travail de la fraise soit bien réalisé. Souvent, les fraises à axe horizontal laissent des zones non travaillées. Donc, parfois, ça peut nécessiter plusieurs passages et pas un seul. Et puis, ces techniques-là présentent aussi un petit inconvénient, c'est d'être gourmand en temps de travail. Je ne connais pas spécialement cette fraise qui a été citée, hein, donc si les collègues peuvent compléter, mais moi, voilà, c'est mon retour d'expérience que j'aurai, c'est vraiment faire attention à ce que l'ensemble de la surface soit travaillée pour ne pas laisser des bandes non scalpées et donc qui vont permettre au couvert de repartir. Merci. Mickaël, tu veux détailler? Non, je suis d'accord avec Christophe, c'est qu'il faut juste faire attention aussi, c'est peut-être dans le passage aussi peut-être du décompacteur et faire attention que le couvert soit pas trop développé aussi pour peut-être pas trop bourrer non plus et puis pas forcément faciliter le passage de la fraise derrière, quoi. C'est juste la limite, être sûr justement que que le couvert soit pas forcément trop recaché ou trop bouleversé et que derrière justement on ait des hétérogénéités au niveau du sol qui fait qu'on va pas forcément faciliter le passage de la fraise. Je pense que dans ce contexte-là, le but, c'est juste de passer juste en superficiel pour juste scalper les couverts. Donc, si on dit un passage d'outil qui a déjà fait un petit peu qui n'a pas trop bien nivelé le sol, ça peut être limiter un peu le passage, ou en tout cas l'efficacité du passage de la fraise. Merci.
On va passer à la deuxième question. Quel type de couvert choisir? Chiffre d'hiver pour utilisation méthanisation dans mon cas, pour une destruction au 1,15,05 et un semi-tournesol en culture principale après le 15 mai. Est-ce que tu as la réponse? C'est la partie utilisation méthanisation qui là nécessite de choisir des couverts qui vont permettre d'obtenir un bon développement rapidement. Je ne sais pas dans quelle date de semis on se situe dans ce cas-là, quoi. Donc s'il y a une utilisation en méthanisation, déjà toutes les parties aériennes vont être exportées. Donc en termes de destruction, après ce sera plus facile. Voilà, donc moi je sais pas, non, j'ai pas d'éléments là pour répondre de façon claire sur cette partie utilisation méthanisation, parce qu'à mon avis, il faut vraiment un couvert qui produise beaucoup de biomasse en peu de temps pour que ce soit intéressant de l'utiliser en méthanisation. Après, il y a peut-être Michael, tu veux la compléter? possibilité, ouais, peut-être ça peut être en tout cas, on va éviter toutes les légumineuses, toutes les dicotes qui peuvent être sensibles justement aux maladies du tournesol, je pense notamment tout ce qui est sclérotinia. Après, ça peut être un couvert de graminées type seigle, hein, je pense notamment en cive d'hiver, il y a quand même beaucoup de seigles qui peuvent se faire. Après, il faut juste faire attention, c'est que pour une destruction autour du 15 et pour semer le tournesol derrière, le seigle, des fois, a tendance un petit peu aussi à sécher le sol, donc attention aussi derrière à la reprise après la cive pour implanter quand même le tournesol en bonnes conditions et laisser justement un sol qui soit quand même assez réhumecté quand même pour pouvoir, enfin en tout cas essayer de le détruire, d'exporter la cive, peut-être à laisser une pluie entre deux avant de semer le tournesol pour être sûr de bien travailler le sol, quoi. Oui, effectivement, ouais, le fait d'exporter le seigle juste avant, jusqu'à quelques semaines avant le tournesol, effectivement le sol est vraiment desséché. Enfin, on a fait l'expérience pour du soja en semis direct et c'était vraiment très flagrant, quoi. La technique fonctionne bien, mais on se retrouve sur un sol très sec et donc la culture suivante peut être pénalisée de ce point de vue-là, quoi. D'accord, merci. Autre question, à partir de quelle période et combien de temps avant le semis conseillez-vous de commencer la reprise du labour ou le faux semis, les faux semis? Ce qui est important, c'est d'attendre que le sol soit bien essuyé pour ne pas provoquer de tassement superficiel. Donc, bon, ça dépend dans quelle région on est et sur quel type de sol on est, quoi. Mais en Bourgogne, je dirais qu'on peut commencer à partir de la mi-mars, si les conditions le permettent. Donc voilà, après, l'idée, c'est que les faux semis soient faits pour qu'au 15 avril, on soit prêt à semer, mais on peut attendre pour réaliser le vrai semis, quoi. Donc voilà, je dirais, on peut commencer à partir de la mi-mars. D'accord. Autre question, c'est sur des problématiques pigeons. Existe-t-il d'autres solutions pour gérer ces bioagresseurs? Je vais laisser Terinovier répondre. Enfin, vous êtes plus spécialiste de ça. Moi, je dirais que une des clés, c'est surtout de tout mettre en œuvre pour que la vitesse de levée soit là, quoi. Voilà, ce sera la meilleure façon de lutter contre les oiseaux, donc les pigeons. Mais après, je sais qu'il existe plein de petites techniques qui ont été testées, donc je vous laisse en parler. C'est vrai qu'on a testé pas mal de choses. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas la solution miracle quand même pour gérer les problématiques oiseaux. Mais comme tu l'as dit, hein, la clé, c'est déjà arriver à semer sur un sol qui soit suffisamment réchauffé, donc au moins quand même 8 degrés dans le lit de semence pour être sûr que les tournesols démarrent assez vite. Et puis surtout, ce qu'on essaie de travailler aussi maintenant avec des collectifs d'agriculteurs, c'est aussi des semis qui sont un peu coordonnés aussi sur une zone, parce qu'on s'est rendu compte quand même que c'est les premiers qui étaient semés, qui ont été les plus touchés. Donc du coup, l'idée, ça serait de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'arriver à essayer de semer sur une zone à peu près à la même date pour essayer de diluer cette pression aussi pigeon et éviter qu'on ait une concentration en fait des pigeons sur certaines parcelles au détriment d'autres, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas simple comme cette question des pigeons. Merci à vous deux. On va prendre une dernière question. Existe-t-il des références ou des expériences pour des semis directs dans des couverts après un passage de rouleau FACA? Je te laisse répondre, Mickaël.
Alors, il y a des expériences, des choses qui sont faites. Après, le tournesol en semi-direct, et d'autant plus dans un couvert aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible. Il y a des expériences qui montrent qu'on peut faire des choses. Par contre, c'est pas forcément toujours reproductible et ça demande quand même beaucoup de technicité au niveau justement du type de couvert, de la date de destruction, notamment avec le rouleau focal, parce que le problème qu'on va avoir pour réussir le tournesol en semi-direct, ça va être en fait le réchauffement du sol. On l'a vu tout à l'heure, en fait, il faut au minimum 8 degrés. C'est vrai que dès qu'on a un couvert qui a tendance à être roulé sur la surface, on a tendance un petit peu à limiter son réchauffement et donc du coup la vitesse de réchauffement du lit de semence et donc du coup la vitesse de germination et la croissance du tournesol qui fait que du coup on le rend un peu plus sensible à la prédation ou des problèmes d'implantation. Donc c'est vrai que du coup ça pose comme la question après c'est du type de semoir. C'est qu'on se rend compte qu'il y a des semoirs qui sont plus adaptés que d'autres pour du tournesol en semi-direct. Je pense notamment à des semoirs de précision directe, type les Tempo, les Max Emerge, qui ont tendance quand même à sortir un petit peu plus du lot par rapport à la qualité, notamment la régularité du semis et du positionnement de la graine. Après, derrière, aussi un choix de la variété. Alors, je laisserai nos collègues d'RGT et LG en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on va plutôt s'orienter sur des variétés qui ont quand même une très bonne vigueur départ et qui ont tendance justement à profiter des quelques rayons de soleil qu'ils peuvent avoir pour pousser quand même assez vite et arriver justement à faire rapidement de la biomasse. Et puis, je dirais que pour vraiment sécuriser quand même l'implantation en semi-direct, c'est vraiment aussi déjà avant vérifier la structure de son sol. Comme l'a présenté tout à l'heure Christophe, c'est que le tournesol, on dit souvent c'est une racine pivotante, mais au démarrage, on oublie que c'est quand même une racine très fine. Et donc, du coup, dès qu'il y a un défaut d'implantation, elle a tendance vite à s'arrêter, soit que des fois, quand on arrache des pieds de tournesol, on voit des fois que ça coude assez vite. Parce que des fois, on trouve sur des zones un petit peu les limites en termes de structure. Donc, la première chose, c'est déjà regarder la structure de son sol. Et après, derrière, c'est le choix de l'outil pour bien positionner, le choix de la variété, et puis éventuellement un peu de fertilisation localisée. Et après, c'est surtout en fait cette question de la température du sol. C'est peut-être attendre un peu plus longtemps que les collectes conventionnelles, que le sol soit vraiment bien réchauffé pour vraiment aider à avoir une dynamique assez forte de croissance du tournesol. Donc ça, c'est quelques pistes. C'est pas forcément des facteurs de réussite. Et au contraire, loin de là, on n'est pas forcément sur de la recette aujourd'hui en tournesol SD. C'est quelque chose qu'on travaille aussi avec des agriculteurs. On part pas de zéro, mais voilà, c'est quand même très, très, très aléatoire en termes de réussite. Et je pense que ça demande quand même pas mal d'ancienneté, notamment dans des parcelles en SD, avant de débuter le tournesol en semi-direct. C'est pas forcément par ces cultures-là que je commencerai. J'attendrai un peu que le sol soit vraiment bien, fonctionne bien, avec pas mal d'enrichissement en matière organique, qu'on s'est bien fait à la technique quand même du semi-direct avant d'attaquer les cultures de printemps en général et d'autant plus le tournesol. Merci Mickaël, merci Christophe. Vous avez encore 2 questions dans le chat. Si vous pouvez y répondre par écrit, pour ne pas perdre de temps, on va continuer la deuxième présentation. Donc Manon, je te laisse ouvrir ton micro et partager ta présentation et commencer. Merci. Bonjour à tous, donc Manon Gipoulou, moi je suis ingénieure de développement chez Terrinovia, située à Dijon. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Non. Et là? Oui, c'est bon. Dans cette présentation, on va voir comment gérer la fertilisation azotée du tournesol en agriculture biologique. Donc il y a 3 questions qui vont conditionner la fertilisation. La première question, ça va être quels sont les besoins de la plante? La deuxième question, ça va être quelle est la forme la plus adaptée pour apporter l'azote? Et la dernière question, ça va être quelle est la dose à apporter? Donc si on s'intéresse à la première question sur les besoins de la plante, tournesol, c'est une plante qui a des besoins modérés en azote. On considère qu'il a besoin de 4,5 kg d'azote pour produire 1 quintal et qui en plus, comme Christophe l'a expliqué tout à l'heure, a un système racinaire pivotant qui lui permet d'aller puiser les éléments minéraux en profondeur. Donc il faut prendre en compte les objectifs de rendement en gardant en tête ce chiffre de 4,5 kg pour produire 1 quintal et le reliquat azoté, donc la quantité d'azote qui est disponible dans le sol et donc potentiellement utilisable par la culture. L'azote, il peut avoir des impacts assez importants sur le tournesol, que ce soit des excès ou des manques. Donc l'excès d'azote, ça va provoquer une croissance exubérante du couvert végétatif et ça va donc augmenter la sensibilité de la culture à l'averse
et favoriser les maladies type sclérotinia, botrytis ou phomopsis qui sont favorisées par des microclimats chauds et humides. Donc ça va jouer déjà sur la quantité, puisque ça va provoquer des pertes de rendement. Ça va aussi jouer sur la qualité. On considère que pour 50 unités excédentaires d'azote, ça va diminuer de 0,5 points la teneur en huile de la récolte. Donc il va y avoir un excès d'azote, va avoir des effets néfastes sur la quantité et sur la qualité de la production. À l'inverse, un manque d'azote va aussi être préjudiciable. D'un point de vue quantitatif, ça va diminuer le nombre de graines, et donc diminuer les rendements. Et des points de vue plus qualitatifs, le manque d'azote va provoquer une déficience photosynthétique et donc ça va mener à un décalage de la date de récolte, une récolte plus tardive et donc potentiellement une dégradation de la qualité. Il faut aussi prendre en compte l'évolution des besoins en azote du tournesol au cours de son cycle. Donc ce graphique qui présente la quantité d'azote absorbée par la plante entière en fonction du nombre de jours après la levée. Et on voit que la période d'exigence du tournesol en termes d'azote se situe entre les stades difeuille et début floraison. Et que donc, il faut avoir ça en tête pour savoir à quel moment l'azote doit être disponible pour la plante. Je vous parlais ensuite tout à l'heure du reliquat azoté, donc la quantité d'azote présente dans le sol et que le tournesol va potentiellement pouvoir utiliser. Donc ce tableau, il vous présente la quantité d'azote nécessaire à apporter en fonction de l'objectif de rendement de la parcelle et du reliquat d'azote dans le sol au moment du semis. Donc c'est des références qui sont obtenues en agriculture conventionnelle, mais qui permettent d'avoir déjà une idée des situations dans lesquelles un apport d'azote va se justifier. Et donc on voit sur ce tableau qu'un apport d'azote est justifié dans 3 situations. Donc les 2 premières situations, qu'on soit en sol superficiel ou en sol profond, ça va être dans une parcelle avec un reliquat azoté faible, donc inférieur ou égal à 30 unités. Et la dernière situation où un apport va se justifier, ça va être dans un sol profond avec un objectif de rendement de 25 quintaux par hectare, avec un reliquat azoté moyen de 60 unités. À Terrinovia, en agriculture bio, on avait eu 3 essais qui ont été mis en place ces dernières années et qui ont permis d'illustrer un petit peu l'effet du reliquat sur la réponse à l'azote. Donc, il y a eu un premier essai mis en place en 2019 dans le Gers sur un argilo-calcaire profond avec un reliquat élevé à 109 kg d'azote par hectare. En 2020, on a eu un autre essai dans les Deux-Sèvres sur un argilo-calcaire moyen, là aussi avec un reliquat azoté élevé, autour de 90 kg d'azote par hectare. Et enfin, en 2021, donc cette année, enfin l'année dernière, sur la plateforme de Coulmiers-le-Sec, donc située en Bourgogne, en Côte d'Or, sur un argilo-calcaire moyen, on a mis en place des essais sur une parcelle avec un reliquat moyen autour de 63 kg d'azote par hectare. Si on regarde quelle a été la réponse à la fertilisation dans ces situations, ce graphique, il vous présente l'indice de rendement selon le reliquat. Donc l'indice de rendement, comment il est calculé? Pour chaque parcelle, on considère que le rendement du témoin équivaut à 100%, le témoin non fertilisé. Et ensuite, on rapporte la moyenne des rendements, le rendement moyen des modalités fertilisées, on le rapporte à un pourcentage par rapport au témoin. Et donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que finalement, dans les 2 situations où le reliquat azoté était élevé, et donc dans les 2 premières situations, celle-ci et celle-ci, on voit qu'il n'y a pas de différence significative par rapport au témoin. Il n'y a pas eu de réponse à l'azote, alors que dans la situation avec un reliquat à 63 unités, on voit qu'il y a une différence significative et un gain significatif de rendement par rapport au témoin. Donc, ça vient illustrer ici, même si c'est pour l'instant des résultats provisoires qui doivent être complétés par d'autres résultats, ça vient illustrer l'intérêt qu'il y a à prendre en compte le reliquat azoté pour ne pas apporter de l'azote qui ne serait même pas valorisé. Donc ça, c'était pour la première question. Si on s'intéresse maintenant à la deuxième question, quelle est la forme la plus adaptée? Donc, la forme la plus adaptée, ça va dépendre de la dynamique de minéralisation des produits résiduaires organiques et de la date d'apport. Donc, ce graphique, il vous présente la proportion d'azote organique minéralisé en fonction du nombre de jours normalisés à 15 degrés. Et donc, on voit qu'on peut distinguer 6 classes d'apport. Donc, les premiers, les compostes de déchets verts qui sont représentés en rose, on voit que finalement, la minéralisation de ce type d'apport va consommer de l'azote au départ et que la minéralisation va se faire vraiment sur le long terme. Ça va être une minéralisation très lente,
Donc, cet apport doit être réalisé vraiment très en amont pour que l'azote soit minéralisé au moment où la culture en a besoin. Pour ce qui est des fumiers compostés et compost debout, là aussi, ça va être une minéralisation lente qui va consommer un petit peu d'azote au départ, et donc des apports qui doivent être réalisés bien en amont. Les fumiers de bovins représentés en vert, donc ça, on voit qu'on a une minéralisation assez linéaire. Plus on va avancer dans le temps, plus la quantité d'azote minéralisé va augmenter. Et donc là, c'est des produits pareils qui doivent être apportés plutôt en sortie hiver pour que, au moment de la période d'exigence du tournesol, l'azote soit disponible. Et ensuite, on a les 3 dernières classes, donc qui concernent fumier de volaille, boue de station d'épuration déshydratée, les fientes, les boues de station d'épuration pâteuse et la vinasse concentrée. Ça, c'est des produits qui vont avoir une minéralisation rapide. Donc, rapidement, l'azote va être disponible. Et donc, c'est des produits qui vont plutôt pouvoir être apportés au moment du semis, puisque au final, ils seront minéralisés à peu près en même temps, enfin 30 jours après la levée, ce qui correspond à la période d'exigence du tournesol. À Terre Innovia, on a essayé, dans nos 3 essais dont je vous parlais tout à l'heure, des nouveaux produits, des nouvelles formes d'azote qui sont disponibles en agriculture biologique. Donc, on a testé 3 produits. Le premier, c'est l'Orgalis de la société Terial, qui est composé de poudre de viande, de poudre de plume et de sang, avec un taux d'azote de 12% et un prix de 610 € la tonne. Ensuite, il y avait le Galinapure de la société Galinapure. Donc ça, c'est des bouchons de fientes de poule pondeuse avec un taux d'azote à 4% et un prix à la tonne de 255 €. Et enfin, il y avait l'Azopril de la société Teram, qui est un coproduit de la production de sel organique par fermentation bactérienne, avec un taux d'azote à 13% et un prix à 680 € la tonne. Donc, chacun de ces produits a été testé sous 2 modalités. La modalité plein, 72 unités par hectare, et la modalité plein réduit, 47 unités par hectare. Étant donné qu'il n'y a eu une réponse à l'azote que dans la plateforme de Coumier, on va s'intéresser, on va regarder les résultats sur cette plateforme. Mais du coup, c'est vraiment des résultats à prendre avec du recul. Et ils représentent qu'une seule année, ils sont provisoires et donc ils nécessitent eux aussi d'être complétés par d'autres résultats. Donc si on regarde un peu quels produits privilégier, donc le graphique de gauche, il vous présente le rendement selon l'apport de fertilisation. Donc vous avez le témoin non traité à gauche et les modalités fertilisées à droite. Et on voit qu'il y a une différence significative et il y a un gain de 6,6 quintaux en moyenne entre le témoin non fertilisé et les modalités fertilisées. Donc, il y a un intérêt d'apporter un produit dans cette situation. Et on a voulu voir si on pouvait discriminer les produits entre eux. Est-ce qu'un produit était plus intéressant que les autres et permettait un meilleur gain de rendement? Donc ça, c'est le graphique de droite. Et finalement, si on regarde les gains de rendement, ils oscillent entre 6 et 6,9 quintaux et il n'y a aucune différence qui est significative. Donc, on n'a pas pu ici discriminer de produits et finalement, ils ont tous été à peu près efficaces de la même manière. Si on s'intéresse maintenant à la dose à apporter, donc la dose, on a regardé toujours sur cette plateforme, on a essayé de comparer le rendement pour chaque produit entre la dose pleine et la dose pleine réduite, donc 72 unités et 47 unités. Ce qu'on voit, c'est que déjà, il n'y a pas de différence significative sur cette plateforme-là, dans la situation de reliquat moyen. Il n'y a pas de différence significative entre la dose pleine et la dose pleine réduite. Et dans chacun des cas, que ce soit la dose pleine ou la dose pleine réduite, ça permet un gain de rendement. Mais avec la dose pleine réduite, le gain de rendement est moins important, mais pas significativement différent de la dose pleine. Donc, dans un contexte de prix très élevé de l'azote, vous avez vu les produits que je vous ai présentés sont très chers, il peut y avoir un intérêt aussi à réfléchir économiquement la fertilisation, puisque si finalement le gain de rendement n'est pas si différent entre la dose pleine et la dose pleine réduite, peut-être il y a un intérêt à apporter seulement la dose pleine réduite. Donc, j'ai regardé les gains économiques qui étaient permis sur la plateforme de Coulmiers-le-Sec en fonction de chaque modalité. Donc, pour chaque produit et chaque dose, vous avez la quantité à apporter en tonnes par hectare, le prix en euros par hectare, le gain de rendement qui est permis par rapport aux témoins et le gain économique, donc qui correspond au gain de rendement moins les charges de fertilisation, sachant que là, on n'a pas pris en compte les charges de mécanisation.
Ce qu'on voit finalement, c'est que pour le galinapure et l'azopril, la dose pleine réduite, elle est plus intéressante économiquement que la dose pleine, parce que la différence de gain de rendement entre la dose pleine et la dose pleine réduite n'est pas si importante. Et du coup, il y a un intérêt économique à utiliser la dose pleine réduite. Pour l'organisme, en revanche, on voit que la dose pleine est plus intéressante économiquement parce que le gain de rendement permis par la dose pleine est nettement supérieur au gain de rendement permis par la demi-dose. Donc ça, c'est un élément qu'il faut garder en tête, qu'il y a vraiment un intérêt économique à adapter la dose. Donc là, tout ce que je vous ai présenté, c'était un petit peu des solutions qu'on pourrait qualifier de rattrapage, sachant qu'il existe aussi en agriculture biologique tout ce qui est levier agronomique de la gestion de la fertilisation azotée. Donc les leviers agronomiques, ils reposent sur la mise en place d'un couvert. Donc on recommande d'implanter un couvert entre mi-juillet et mi-septembre. Et la composition du couvert, elle va dépendre de la disponibilité en azote de la parcelle. Donc une parcelle qui va être peu pourvue en azote, on va favoriser un mélange qui contient des légumineuses, puisque, comme vous voyez dans le tableau ici, il y avait des essais qui ont été menés chez Terra Innovia et on a pu observer que la mise en place d'un couvert contenant des légumineuses permettait de restituer de l'azote dans les 4 mois qui suivent la destruction, de l'ordre de 15 à 20 unités maximum. Donc, dans une parcelle peu pourvue, on va apporter de l'azote avec des légumineuses. Et dans une parcelle qui est bien pourvue en azote, le couvert il va avoir un autre rôle qui va plutôt ici être de maintenir cet azote dans le sol et d'éviter la lixiviation. Et donc, on va implanter un couvert qui va avoir une installation rapide et un fort pouvoir d'absorption de l'azote. Donc, ça va être un couvert de type facélie ou moutarde. Dans tous les cas, ce couvert il devrait être détruit 2 mois avant le semis pour permettre une bonne levée du tournesol. Donc, comme je vous disais, les solutions que je vous ai présentées précédemment, c'était des solutions de rattrapage, puisque l'implantation du couvert doit se faire entre mi-juillet et mi-septembre. Et ces dernières années, on a de plus en plus de mal à garantir la levée du couvert, puisque on va avoir des conditions sèches et donc des difficultés à faire lever les couverts. Donc là, je vous propose 2 exemples d'itinéraires techniques si la mise en place du couvert n'a pas marché. Donc, dans la première situation, si on se trouve dans une parcelle avec un reliquat azoté faible à moyen, donc inférieur ou égal à 60 unités, soit on peut apporter en sortie d'hiver un produit à minéralisation lente, type fumier de bovin, soit au semis, on peut apporter un produit à minéralisation rapide, type fiente de volaille. Et dans l'une ou l'autre des situations, dans tous les cas, il y aura une libération de l'azote dans le sol, normalement au moment de la période d'exigence du tournesol. Il y a un gros point de vigilance à prendre en compte quand on parle de fertilisation azotée en bio, ça va être la pression adventice de la parcelle, puisque si la parcelle est sale et qu'on fertilise, la fertilisation va être mieux valorisée par les adventices que par la culture. Et donc, on va juste favoriser les adventices et ça va empirer la situation en termes de concurrence par rapport des adventices par rapport à la culture. Dans la deuxième situation, donc si on se trouve dans une parcelle avec un reliquat azoté moyen à élevé, donc supérieur ou égal à 60 unités, lorsqu'on sème, on peut mettre en place une bande héliotest, donc c'est-à-dire qu'on va fertiliser au semis une bande de la parcelle avec un produit à minéralisation rapide, type fiente de volaille, et ensuite on va observer l'évolution de notre parcelle par rapport à cette bande fertilisée. Et si on voit qu'il y a un décrochage, qu'il y a des symptômes de manque d'azote qui se manifestent, alors on peut apporter un produit à minéralisation très rapide, comme l'orgalise ou l'azopril, en végétation, qui permettront de venir combler ce manque assez rapidement, et donc d'éviter les dégâts d'un manque d'azote. Donc en conclusion, si on repart de nos 3 questions du départ, quels sont les besoins de la plante? Le tournesol, c'est une plante qui a des besoins modérés en tournesol, de l'ordre de 4,5 kg par quintal, une période d'exigence des stades 10 feuilles à début floraison, et les besoins sont aussi dépendants du reliquat azoté et du potentiel de rendement. Quelle est la forme la plus adaptée? Ça va dépendre de la date d'apport. Si on fait un apport au semis, on va plutôt favoriser un apport qui a une minéralisation rapide. Et si on fait un apport en sortie d'hiver, on va favoriser un produit qui a une minéralisation plus lente. Et quelle est la dose? Ça va dépendre du reliquat azoté et du potentiel de rendement. Donc ça, il y a d'autres essais qui sont menés ou qui vont être menés par Terra Innovia là,
dans les années qui arrivent et qui vont permettre de venir compléter ces données et confirmer potentiellement ces données, ces résultats, pardon. Je vous remercie et je suis disponible pour vos questions. Merci Manon. Alors, il y a une question, c'était quel était le précédent et l'antéprécédent des essais produits organiques UAB sur la parcelle Coulmiers, est-ce que tu te souviens? Je peux retrouver ça. Je ne l'ai pas en tête. Sur la plateforme de Coulmiers. Tu pourras le mettre sur le chat. Hein, Ouais, je vais le mettre sur le chat pour. Parce que là, je ne l'ai pas. Je l'ai pas en tête. Je sais pas, Mickaël, si tu sais qu'est-ce que c'était le précédent sur la plateforme à Coulmiers? Christophe. Ou Christophe. Je pense que c'était un précédent céréales, mais Oui, l'antéprécédent, par contre, je ne me souviens pas. Alors après, une autre question qui vient d'arriver, donc n'hésitez pas à reposer des questions si vous le voulez. Un épandage de compost avant le semis de couvert est conseillé? Eh ben, comme je montrais, le compost, ça va avoir une minéralisation assez lente. Donc, s'il est apporté, il faut... Alors là, c'est avant le couvert. Hein. Ah, avant le semis de couvert. Semis de couvert. Est-ce qu'il est déconseillé? J'aurais tendance... Je sais pas trop, je sais pas si vous avez des éléments, mes collègues. Mickaël, Christophe? Bon, moi, je pense que ça peut être possible. Hein. Ça permet d'avoir un couvert qui sera... le compost va servir au couvert et qui ensuite, la décomposition du couvert sera utile pour le tournesol. Donc, pour moi, je ne vois pas d'inconvénient à cette technique. Quoi. Deux autres questions qui viennent d'arriver. Est-ce que des essais ont été réalisés avec des apports localisés sur la ligne lors du semis? Les essais qu'on a mis en place, là, les apports, ils n'étaient pas sur la ligne. Ils étaient qu'en plein, oui. Ouais, c'était que en plein. On n'a pas encore fait... non, on n'a pas fait ce genre d'essai. En agriculture biologique, en tout cas. Oui, en bio, ouais, en tout cas. Et pour un précédent luzerne, quelle stratégie faire-t-il? La luzerne... Je sais pas si vous avez des éléments. La luzerne, ça va restituer de l'azote, donc il va déjà falloir faire un reliquat azoté de la parcelle, voir quelle quantité d'azote on a dans le sol. Prendre en compte le fait que la luzerne va restituer de l'azote aussi dans le sol. Et donc, finalement, c'est un peu dépendant de la parcelle. Si on a Bon, c'est pas très courant comme situation, mais enfin, moi, j'aurais tendance à dire qu'en précédent luzerne, la fourniture d'azote par la luzerne est suffisante pour couvrir les besoins en azote du tournesol, même largement suffisante. On peut même avoir des fois on pourrait presque même se retrouver dans une situation d'excès d'azote avec une possibilité de verse. Quoi. Et faire attention aussi pour les cultures suivantes, parce que finalement, la luzerne, la première année, va en libérer un peu, mais c'est surtout les années d'après qu'elle libérera davantage aussi. C'est-à-dire que même les années d'après, on a tout intérêt à faire un reliquat pour être sûr de ce qui est présent dans le sol aussi. D'accord. Merci. Maintenant, je te laisserai. Non, c'est bon, ça a été répondu sur le précédent et l'antéprécédent, si tu as l'antéprécédent sur le chat. Et sinon, on va passer à la troisième présentation, c'est des intérêts et limites des oligos et des biostimulants sous tournesol par Mickaël. Je te laisse présenter, Mickaël. Hop là, c'est bon, vous voyez l'écran? Oui. Nickel. Donc, bonjour à tous. Donc, on va aborder là. Pardon. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon là? Donc, bonjour à tous. Là, donc, on va aborder la partie sur les oligo-éléments et biostimulants. Alors, cette partie, elle doit surtout pas faire. Attends, il y a un petit bug là, non? Vous voyez toujours mon écran? Oui, mais on voit ton fond d'écran, on voit pas ton diaporama. Ah, attends, il y a un petit bug là, je recommence.
Ça m'a éjecté ma présentation. Est-ce que ça revient là? C'est revenu là, c'est bon? C'est bon, nickel. Nickel. Bon, on recommence alors. Pardon pour ce contretemps. Donc, du coup, on va voir là l'intérêt des oligo-éléments et des biostimulants. Et c'est vrai que du coup, cette partie, elle ne doit pas non plus faire oublier l'intérêt notamment de la fertilisation pK et ou azote sous forme organique. C'est vraiment, vous voulez faire un petit focus justement sur les oligo-éléments, parce qu'on avait quand même pas mal de questions au printemps dernier sur cette question-là, notamment aussi les biostimulants. Donc, on voulait faire un petit focus là-dessus pendant une vingtaine de minutes. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire aussi, bah, ces éléments-là, en fait, on est présent sur des quantités qui sont relativement faibles au niveau de la plante, hein, et ça correspond à quelques quelques éléments particuliers, à savoir le bore, le zinc, le cuivre, le molybdène, le manganèse et le fer. Et à titre d'exemple, hein, pour montrer un peu les proportions entre les deux, c'est qu'en fait, un tournesol en fait, va consommer à peu près 60 unités de phosphore à l'hectare, alors qu'il va consommer que 400 grammes de bore. C'est qu'en fait, on a quand même un différentiel entre les deux qui est quand même assez important. Et donc, du coup, il faut faire attention quand même à ces apports, et sachant qu'il existe aujourd'hui deux types de carences. Alors, à la fois les carences vraies, qui, elles, sont surtout liées à un défaut de présence de l'élément dans le sol, qui fait qu'à un moment donné, en fait, il n'y aura plus assez de quantité pour alimenter la plante. Dans ce cas-là, pour corriger la carence, il faut surtout apporter l'élément au sol ou en végétation. Et il y a un autre type de carence aussi qu'on voit quand même assez fréquemment, c'est la carence induite. C'est-à-dire que finalement, on voit des symptômes sur la plante, on peut être amené à corriger par des apports soit au sol, en végétation, mais par contre, il y a quand même tout intérêt à identifier les causes qui font qu'on limite la disponibilité ou en tout cas l'absorption de l'élément par la plante. Alors, ça peut être soit des problèmes de pH, de tassement, ou tout simplement aussi des fois des conditions très sèches, hein, donc c'est des fois des phénomènes climatiques pour lesquels on ne peut pas forcément grand-chose, mais si c'est sur des problématiques type pH ou tassement, il y a tout intérêt à identifier ces problématiques-là et arriver à les corriger pour éviter qu'au prochain tournesol, on retrouve après ces phénomènes de carence. Là, ici, vous avez la sensibilité du tournesol aux différents risques de carence. En gros, c'est un peu la conclusion en fait, de cette intervention-là, c'est qu'au finalement, on voit sur les 6 oligo-éléments, à savoir le manganèse, le cuivre, le zinc, le bore, le molybdène et le fer. Vous voyez, on a distingué en fréquence et en intensité. La fréquence, en fait, c'est le risque en fait, d'avoir des symptômes de carence rapidement sur la culture, et l'intensité, c'est en fait la quantité de dégâts, le niveau de dégâts qu'on peut avoir. Et ce qu'on voit que finalement, c'est pour le manganèse, le cuivre, le zinc et le fer, on n'a aucun risque de carence et en tout cas de perte de rendement avec ces oligo-éléments-là. Par contre, si on regarde tout ce qui est bore et molybdène, on a quand même des risques alors assez fréquents pour le bore et rares pour le molybdène, et malgré tout, les deux avec quand même des risques de dégâts qui vont quand même de l'ordre de quelques quintaux, entre 5 et 10 quintaux en fonction des oligo-éléments. C'est-à-dire que c'est plutôt ces deux oligo-éléments-là qu'on va vraiment avoir en ligne de mire, alors que les autres, on a quand même beaucoup moins de risques, notamment sur le tournesol. Donc, on va plutôt essayer de détailler un petit peu la conduite en bore en molybdène sur le tournesol. Donc, si on regarde déjà sur le bore, donc lui, au niveau de la plante, en fait, il aura surtout un rôle au niveau de la fertilité du pollen. Il va jouer aussi un rôle dans la multiplication cellulaire des méristèmes. Il faut savoir qu'à peu près 90% du bore dans la plante se trouve dans les parois cellulaires aussi, où il joue quand même un rôle de stabilisation, notamment en faisant des liaisons avec des pectines et des polysaccharides. Donc, c'est-à-dire que ça a quand même un rôle important. Ça a aussi un rôle au niveau physiologique, notamment au niveau de la formation, de l'activité de la chlorophylle, du glucose, et il intervient aussi dans le transport des sucres dans le phloème. Et puis, il intervient aussi dans la synthèse de certaines protéines. Et il faut savoir, donc, du coup, il est absorbé sous forme d'ion borate, alors à la fois par les racines et aussi par les feuilles. Et vous avez ici sur la gauche les facteurs qui font qu'on va réduire la quantité de bore qui peut être absorbée par une plante. Donc, c'est notamment, là, vous avez les différents critères. Entre parenthèses, vous avez des croix, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous avez de croix, plus ce facteur-là est important sur la réduction d'absorption du bore par la plante. Ce qu'on voit, c'est que c'est surtout le pH qui va jouer un rôle important, notamment les sols avec des pH basiques à supérieur à 7, qui eux vont plutôt avoir un effet de blocage d'absorption du bore. Les sols avec riches en calcaire actif, les sols, dans une moindre mesure, les sols sableux aussi, alors logiquement, parce que c'est des sols qui ont quand même globalement des réserves en oligo-éléments quand même relativement faibles. Et
Le climat aussi, on sait qu'en sol sec, la plante absorbera moins d'oligo-éléments, notamment le bore, et puis dans une moindre mesure, le chaulage et les sols pauvres en matière organique. Donc au niveau de l'absorption, en fait, le tournesol lui, a un besoin qui augmente et qui est surtout important entre le stade 5 paires de feuilles et le stade bouton floral. C'est qu'en fait, pendant cette période-là, il va absorber à peu près 80% de ses besoins en bord qui peuvent, eux, dépasser 400 grammes par hectare. Au niveau du diagnostic des symptômes, alors c'est des symptômes qui sont... Il faut avoir un peu l'habitude quand même pour les observer, hein. C'est surtout des gréures à la base du limbe. Donc, vous voyez tous ces symptômes ici sur les feuilles. On voit un peu comme un petit coup de soleil ici sur les feuilles avec des taches qui vont apparaître et puis c'est vraiment ces gréures, hein, qu'on voit là-dessus. Et puis aussi au niveau du capitule, on voit un cisaillement à la base du capitule. Alors là, je voudrais juste faire un petit focus aujourd'hui là-dessus, hein, c'est qu'on voit aussi des gros effets variétales sur aussi l'apparition de cisaillement à la base du capitule. Certaines variétés étaient un peu plus concernées que d'autres cette année. On a vu notamment sur du SI Arco, mais sur d'autres variétés aussi. Et c'est-à-dire qu'il faut faire attention des fois à ne pas confondre cet effet variétal qui finalement a quand même assez peu d'impact sur le rendement final avec des phénomènes de carence en bord qui, eux, peuvent avoir des pertes entre 5, voire 8, voire 10 quintaux en fonction de l'intensité des carences. Donc, du coup, il faut faire attention à bien observer. Et après aussi, un élément, c'est notamment dans l'effet d'apport des oligo-éléments, c'est qu'on peut avoir des formes minérales. C'est qu'en fait, on a l'ion bore tout seul. Et on observe aussi maintenant le développement aussi de formes qu'on appelle chélatées. Mais en fait, la forme chélatée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous avez en fait une molécule organique qui va venir en fait entourer l'élément minéral bore pour le rendre plus assimilable. C'est que derrière, on aura une meilleure absorption par la plante et surtout, on aura aussi moins de risques de formation de complexes dans le sol, notamment de complexes insolubles, qui va faire que finalement, on va limiter l'absorption par la plante et on va aussi limiter aussi les risques d'absorption par les argiles. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de séquestrer un peu les éléments minéraux dans les argiles, le fait d'avoir cette enveloppe organique autour du bord va faire qu'en fait, on aura moins ces phénomènes de blocage dans le sol. Au niveau des différents apports, là, c'est une synthèse d'essais qu'on avait fait en 2019. Alors attention, ça, c'est des essais qui ont été faits en agriculture conventionnelle. Malgré tout, on vous les présente parce que ça a un intérêt quand même pour les résultats et on pense quand même qu'on peut transposer les deux. Ce qu'on voit quand même, c'est que là, vous avez ici sur ces modalités ici, donc c'est à chaque fois 12 essais. Vous avez en noir les rendements en zone donc sans bord. Ici en bleu, c'est la forme chélatée et en rouge, c'est la forme minérale. C'est qu'en fait, on a mis 450 grammes de bord minéral et 210 grammes de bord chélaté. C'est qu'en général, comme on dit tout à l'heure, on se rend compte qu'on arrive à améliorer l'absorption du bord sur la forme chélatée. Donc nos conseils sont plutôt de limiter les quantités apportées sous forme chélatée par rapport à des formes minérales pures. Et ce qu'on voit dans ces essais-là, c'est que déjà, on n'a quand même pas de différence significative entre les apports et les témoins. C'est-à-dire qu'il y a quand même des situations aujourd'hui où sur des sols correctement pourvus en bord, et on verra tout à l'heure les teneurs minimales des sols pour avoir des carences en bord. Et ce qu'on voit aussi, finalement, ici, on a quand même très peu de risque de carence sur ces 12 essais qu'on a pu faire ici en 2019. On l'a répété ici en 2020 et on n'a pas vu non plus de différence significative entre les modalités. Ce qu'on voit malgré tout, c'est qu'il n'y a aussi pas de différence ici, vous voyez, entre les apports de bord chélatés et les bords en minéral. Mais on ne voit pas non plus de différence avec le témoin, donc ça ne va pas forcément dire grand-chose, mais ça montre quand même qu'il y a un intérêt quand même sur ces formes un peu chélatées. Au niveau des préconisations, première chose, on l'a vu, c'est regarder déjà au niveau de l'analyse de sol. Alors, le bord, c'est un élément qui n'est pas forcément fait en routine, il faut le demander dans l'analyse de sol. C'est bien de temps en temps de le faire une fois tous les 10 ans pour un petit peu où on en est au niveau des oligos. Ça, c'est vrai aussi pour les autres oligo-éléments. Et ce qu'on voit, c'est que ici, en teneur du sol, dès qu'on est sur des sols, on va dire, calcaires, qui ont plus de 10% de calcaire actif, la teneur seuil sera plutôt à 0,5 ppm. Par contre, dès qu'on sera sur des sols non calcaires, globalement, on sera entre 0,2 et 0,3 ppm, c'est-à-dire qu'en dessous de ces valeurs, au-dessus de ces valeurs-là, on n'aura peut-être pas forcément besoin de rajouter du bord, on retombera sur les conditions qu'on voyait tout à l'heure. Alors juste le petit bémol quand même, c'est les années sèches. On a vu tout à l'heure, c'est que le sec limite l'absorption du bord et on voit notamment dans nos essais, alors je ne sais pas qui on a en face de nous dans ce webinaire, mais on voit souvent dans nos essais en région sud où des fois on a des conditions de sol assez secs, on a tendance souvent à systématiser quand même les apports de bord pour justement limiter en fait ces pertes de rendement. Et au niveau des préconisations, on sera plutôt sur des apports soit au semis, donc sous forme de 1,2 kg
par hectare. Alors cette forme-là peut être intéressante parce qu'en fait, on peut le mettre donc, sous forme granulée, ça peut se mettre avec les microgranulateurs, donc des semoirs à tournesol. Sinon, on peut aussi, pour ceux qui sont équipés de pulvérisateurs, c'est des apports entre le stade 10 feuilles et le stade limite passage tracteur, apporter 3 à 500 grammes de bord, on va dire minéral classique, ou 200 grammes sous forme chélatée. L'intérêt quand même de ça, c'est qu'il faut quand même avoir encore un pulvé à dispo, sinon c'est plutôt la forme, on va dire, en granulé et possibilité de le mettre au semis. Ensuite, l'autre oligo-élément, donc c'est le molybdène. Alors le molybdène, il intervient surtout dans la plante au niveau de la fécondation. Donc du coup, on va quand même avoir un effet justement au moment de la floraison. Et le facteur principal de réduction de la biodisponibilité, ça va être surtout le pH. Lui, par contre, vous voyez, c'est un pH plutôt acide. Tout à l'heure, le bord, c'était plutôt sol basique. Là, sur le molybdène, on est plutôt sur un sol acide. Et dans une moindre mesure, les sols avec des teneurs en matière organique relativement faibles. Et au niveau de la diagnostic des carences, alors c'est assez facile à voir, hein, c'est qu'en fait les feuilles elles prennent une couleur un peu vert, jaune, citron, avec cette forme un peu en cuillère, avec le bord des limbes un peu qui se redresse. Et puis en général ces symptômes apparaissent quand même assez tôt et ont tendance plutôt à disparaître aussi au fur et à mesure en fait de la croissance du tournesol. Alors faites attention, c'est que des fois on confond aussi ces carences-là avec des déficiences aussi en potasse, où dans ce cas-là l'apparition en fait des symptômes intervient quand même un peu plus tôt que les apparitions des carences en potasse. Et au niveau des redressements des carences, alors autant tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais la carence en bord, une fois qu'on l'observe, on a déjà des pertes de rendement. J'ai dit tout à l'heure entre 5 et 8 quintaux. Donc carence en bord, il y a tout intérêt vraiment à anticiper et vraiment à bien connaître son type de sol, notamment au niveau des teneurs seuil, pour ne pas arriver, on va dire, trop en pompier et pas forcément avoir une limitation en tout cas des récupérations des quintaux. Le bord, on peut intervenir dès qu'on a l'apparition des symptômes avec 10 à 20 grammes de bord. Et on a vu tout à l'heure, hein, les carences en bord interviennent surtout dans les sols acides. Donc la première recommandation aussi derrière, ça va être d'essayer de corriger le pH de la parcelle pour arriver au moins à des pH entre 6,5 et 7 pour essayer de limiter l'apparition de ces carences en molybdène. Donc vous voyez, tout à l'heure, on a vu, là le molybdène, c'est plutôt carence en sol acide, le bord plutôt en sol basique. Bah, attention aussi aux formes, hein, si vous avez apporté soit du bord ou du molybdène, essayez dans la mesure du possible d'apporter les éléments seuls. Donc le bord, on retrouve aujourd'hui assez facilement du bord tout seul, donc sous forme d'unibord ou autre, qui dose à peu près 150 grammes de bord par litre. Le molybdène, c'est plus compliqué, c'est qu'on le trouve plus difficilement tout seul, il est souvent associé à du bord quand même. Même si, bon, si vous pouvez en trouver, c'est pas plus mal, ce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, le bord sera plutôt en basique et le molybdène en sol acide. Bah, finalement, avoir dans le même bidon les deux produits, c'est pas forcément intéressant, hormis dans les sols sableux, qui des fois peuvent, eux, avoir des carences à la fois en bord et en molybdène, du fait de risques d'acidification et de moindres réserves en éléments minéraux, notamment ces deux éléments-là. Donc voilà pour la partie oligo-éléments. On va continuer ici sur la partie biostimulant. Alors qu'est-ce qu'on appelle un biostimulant? Alors c'est un produit qui va satisfaire l'une des 4 exigences que vous avez ici. Donc à la fois l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, c'est-à-dire qu'en fait c'est un biostimulant qui va permettre d'augmenter la capacité d'absorption des éléments qui sont présents dans le sol. Ça peut être un élément qui va aussi améliorer la tolérance à un stress abiotique. Donc, par exemple, en tout cas, ce qui nous concerne, nous, davantage sur nos éléoprotagineux, c'est plutôt la tolérance à un stress hydrique, hein, donc au sol sec, d'améliorer les qualités de la graine, donc enfin, en tout cas des graines produites, donc soit la teneur en protéines ou la teneur en huile, et ça peut être aussi des éléments qui peuvent augmenter la disponibilité des éléments qui peuvent être autour des racines ou plus globalement dans le sol. Et une fois que vous avez un produit qui a prouvé l'une de ces 4 caractéristiques, il a le droit d'être appelé biostimulant. Et aujourd'hui, en fait, sur le marché, on observe différents types de biostimulants. Des fois, c'est pas toujours facile un peu de se faire un avis. Donc, on vous propose là, c'est d'arriver un peu à retrier un peu ces oligo-éléments pour essayer, ces biostimulants, pardon, pour essayer de les remettre un peu dans les bonnes cases. Il existe aujourd'hui, en fait, 5 types de biostimulants. Ceux qui sont à base d'extraits d'algues, ceux à base d'acides aminés, d'acide humique, d'acide fulvique, de micro-organismes et d'extraits de levure. Donc le premier, c'est les extraits d'algues, donc avec 2 types d'algues dans les produits, soit donc l'Ascophyllum nodosum qu'on trouve dans 2 produits, donc le Valéamax et le Multoleo. Alors attention, dans ces 2 produits-là, vous avez à la fois l'apport d'algues, mais il y a aussi ajout de bore et de molybdène. Donc attention, des fois, ce n'est pas que l'effet non plus de l'algue. Et puis une autre algue, hein, qui est l'Eclonia maxima, qu'on trouve dans le base foliaire kelp.
Et ces deux produits-là ont un effet attendu sur la croissance et qu'en fait, on attend qu'ils vont essayer d'améliorer la croissance du tournesol. Ensuite, on a des acides aminés qui ont un effet attendu aussi sur la croissance, avec deux produits, soit le Kaishi, soit l'aminovital. Et il y a un autre acide aminé aussi qui a tendance aussi à être utilisé, c'est la glycine bétaïne, qui, elle, derrière, a des effets attendus sur l'amélioration de la tolérance de la plante vis-à-vis du stress hydrique. Et ça, c'est notamment présent dans un produit qui s'appelle le Lastim Osmo. Ensuite, il y a les acides humiques, acides fulviques. Alors attention, parce qu'en fait, les deux types de molécules ont des tailles différentes et du coup des effets attendus et en tout cas des modes d'absorption différents. Vous avez notamment les acides humiques qui, elles, sont des grosses molécules qui ne pourront pas être absorbées par les feuilles, mais uniquement être absorbées avec une action sur le sol pour stimuler la flore microbienne. Et par contre, les acides fulviques, pour le coup, sont des petites molécules qui, elles, pourront être absorbées à la fois par la plante et aussi être retenues sur le sol et avoir un effet d'amélioration d'activité microbienne. Et c'est notamment un produit qui s'appelle le Blackjack. Ensuite, vous avez des produits à base de micro-organismes. Donc, les premiers sont les produits à base de mycorhizes, donc notamment le RISP, et aussi des produits un petit peu plus, qui ont un peu plus, comment dire, pas mal de communication en ce moment. Ça peut être les thés de compost oxygéné et les lithofères, donc les litières forestières fermentées, qui ont l'avantage d'être produits par les agriculteurs chez eux. Donc, on fera un petit focus à la fin sur ces deux produits-là, parce qu'on les a testés sur un essai. Et puis, l'effet aussi, donc les extraits de levure qui ont aussi des effets attendus sur la croissance. Et c'est notamment un produit type Smartfoil. Donc, au niveau des résultats, ça, c'est un essai aussi, donc pareil ici, qui a été fait en conventionnel avec le témoin, le produit ici à base d'acide aminé, d'acide humique, acide fulvique, acide aminé et extrait d'algues plus bore plus molybdène. Vous avez ici le témoin. Ce qu'on voit, c'est finalement dans le contexte de cette parcelle-là, on n'a pas eu de différence significative sur le rendement. Et en plus, il n'y a pas eu non plus d'amélioration de la teneur en huile et en protéines. Donc, en tout cas, ouais, sur une synthèse de 4 années, on n'a pas eu d'amélioration du rendement et de la qualité des produits. Et ensuite, un essai qui a été ici mené en agriculture biologique. Donc ça, c'est le site de Coulmilles-Sec sur la campagne 2021. Donc attention, c'est un essai sur une année particulière. C'est une première année d'essai, donc ça va être reconduit cette année et on va cumuler les résultats pour sortir une synthèse pluriannuelle. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait testé quand même pas mal de produits. Donc vous avez en jaune le témoin. On avait testé aussi donc, le Smartfoil, donc extrait de levure, l'extrait frais de luzerne, donc une luzerne qui avait été broyée et puis mélangée notamment avec des extraits d'algues, de la mélasse et autres, la litière forestière fermentée, les thés de compost à 250 litres hectare, l'extrait fermenté d'ortie, un produit donc chez J3C l'organique, qui est un mélange d'oligo-éléments et de plantes et qui permet d'apporter un petit peu d'azote organique, le Kelpak, le Kaishi et le thé de compost oxygéné à 70 litres. Et ce qu'on a vu, vous voyez ici, c'est que statistiquement, on n'a pas de différence en fonction des produits. Alors, on est quand même sur une année qui était quand même assez favorable au tournesol. On va reconduire ça, c'était vraiment une première année, on va reconduire un petit peu ces essais-là l'année prochaine pour essayer de voir confirmer ou non, ou essayer de voir s'il y a des situations où on peut essayer d'avoir des gains de rendement ou des gains de qualité avec ces produits-là. Alors, juste un petit zoom ici, parce qu'on parle beaucoup des thés de compost et des litières forestières fermentées, juste pour montrer un petit peu le procédé qu'on a utilisé pour les créer, donc en tout cas pour les faire. Donc, le premier, c'est la litière forestière fermentée, qu'on appelle l'IFOFER. Alors, l'idée, c'est de récupérer en fait de la litière de forêt. En gros, on récupère la terre qui est présente entre les feuilles et les racines. On les met en fait en incubation, en fermentation pendant 30 jours. Alors, on en donne un peu à manger aux micro-organismes, notamment tout ce qui est levure, bactéries et champignons. Et donc, on met du son et du rémoulage, et de la mélasse pour apporter de l'énergie. Donc, on laisse ça pendant 30 jours. Logiquement, on met ça ici, c'est bien fermé hermétiquement. On a une petite bouteille ici pour voir justement si la fermentation se met en route et on voit des petites bulles qui apparaissent. Ça veut dire que derrière, la fermentation se déroule bien. Au bout de 30 jours, on ouvre le bidon. On a ce produit ici qui a bien évolué. On le met sur des sachets, donc si possible avec des mailles de 400 microns pour pas justement avoir des échanges avec la solution qu'on mettra derrière. Donc là, on est sur une forme solide et l'idée, c'est de pouvoir justement faire une forme liquide pour pouvoir l'épandre au pulvérisateur. Donc derrière, on le remet dans une cuve hermétique, 12 jours, avec de la mélasse aussi pour alimenter les micro-organismes. On récupère ça au bout de 12 jours et donc du coup, on a un produit qui est quand même très riche en micro-organismes issus de la fermentation. Donc on est surtout sur des bactéries lactiques, sur des champignons qui vont aider justement aussi ce qui est attendu en tout cas en effet, c'est un effet de fertilisation de la plante via les micro-organismes, mais aussi un effet de stimulation aussi de la flore du sol pour aider justement à améliorer la disponibilité des éléments.
Donc ça, on est plutôt sur voie anaérobie. Et l'autre procédé, c'est plutôt sur voie aérobie, c'est les têtes de compost oxygénées. Donc là, du coup, c'est l'idée d'avoir de l'eau qui est à température entre 20 et 23 degrés. On rajoute des lombricompost, des guano, de la mélasse pour justement alimenter et multiplier les micro-organismes qu'on a choisis à la base. On laisse incuber tourner oxygéner pendant 24 heures. Alors, une des manifestations aussi de l'efficacité, c'est l'apparition d'une bouse brune qu'on voit le lendemain de l'oxygénation. On récupère ce produit-là. Alors, on peut rajouter des acides aminés, des oligo-éléments ou des extraits d'algues pour enrichir davantage. On récupère le produit, on filtre, soit en stock, mais l'idée, c'est vraiment d'appliquer très rapidement après la multiplication et épandre rapidement dans les champs. Donc là, les deux procédés qu'on a essayé de tester cette année et pour lequel aujourd'hui on n'a pas forcément vu d'intérêt en première année. Mais c'est vrai que voilà, comme on apporte beaucoup de micro-organismes, notamment au sol, c'est pas forcément la première année qu'on voit des choses. Et l'idée, c'est vraiment de tester sur plusieurs années, voir s'il y a un effet sur du long terme. Donc en conclusion, en fait, les oligo-éléments, si on reprend un petit peu cette thématique-là, on a vu quand même que c'est quand même assez peu concerné, le tournesol est assez peu concerné par ces problématiques-là, hormis le risque de bord, le carence en bord sur des sols peu pourvus, donc en dessous de 0,3 ppm en sol, on va dire non calcaire, et 0,5 en sol calcaire. Attention aussi aux conditions de sol très secs qui peuvent limiter l'absorption. Retenez bien, c'est que pour les carences en bord, c'est surtout privilégier les apports très préventifs. C'est dès qu'on voit les symptômes, c'est déjà trop tard. Ensuite, tout ce qui est apport de molybdène, on va plutôt réserver ça au sol très acide. Et on a tout à l'heure, attention aussi au mélange bore-molybdène, qui n'est pas forcément intéressant, hormis dans les sols sableux. Et puis, d'une façon générale, éviter aussi les cocktails d'oligo-éléments qui, des fois, augmentent le coût du produit, et puis des fois peuvent aussi avoir des antagonismes aussi en termes d'absorption par les plantes. Et en termes de biostimulants, en fait, on a vu tout à l'heure, c'est comme des essais qui sont quand même assez difficiles à mettre en œuvre. On a une forte variabilité dans les résultats. Ce qu'on voit, c'est qu'en général, pour nos essais classiques, on fait 4 répétitions. Sur nos essais biostimulants, des fois, on monte à 6 essais, 6 répétitions pour voir quelque chose. Et même dans ces situations-là, dans la majorité des cas, on n'a pas forcément de réponse des applications de biostimulants. Et quand on observe des gains de rendement, bien souvent, on arrive à peine à compenser le surcoût du produit. Et puis, on a du mal aujourd'hui, finalement, à mettre en évidence aussi les critères de réussite de ces produits-là. Donc, du coup, voilà, ça peut être intéressant à tester, en tout cas sur du pluriannuel, et arriver justement à identifier ces facteurs qui peuvent faire que finalement, on arrive à avoir des gains de rendement avec ces produits-là. Voilà, je vous remercie. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci, Mickaël. Alors, j'ai quelques questions pour toi. La première, c'est les composts de volaille apportent-ils un peu de bore et de molybdène? La composition des composts de volaille, je t'avoue que je ne suis pas un spécialiste des composts de volaille, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si les autres peuvent répondre. Je sais pas, peut-être Christophe, tu sais, toi, non? Ouais. En général, sur la composition, c'est pas indiqué, mais comme s'il s'agit d'une matière organique, moi je dirais qu'il y en a toujours un peu, quoi. Ouais. Après, je pense que molybdène, ça ne va pas poser de problème vu les quantités. On a vu c'est 10 à 20 grammes hectare, donc c'est pas trop un problème. Après, le bord, je pense que si tu dis que c'est bon, ça doit aller. D'accord. Deuxième question, est-ce que tu as testé les TCO en enrobage de semences sur cette plateforme? Alors, on ne l'avait pas fait sur cette plateforme-là, on l'avait essayé sur une autre plateforme, alors pas en bio mais en conventionnel, et on n'avait pas forcément vu de gain de vigueur au démarrage. Après, D'accord, merci. J'ai plus d'autres questions sur ton topo, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre sur le chat. Mickaël, ça fera une joie d'y répondre. Merci. Et on peut passer à la dernière présentation sur le choix variétal. Alors cette présentation va se faire en 2 parties et à 3 voix. La première partie sur les critères à prendre en compte et la deuxième partie, ça sera les stratégies mises en place par les semenciers sur ce choix variétal. Le choix variétal en agriculture biologique se fait selon 4 grands critères. On a le premier, c'est adapter le groupe de précocité dans le but de sécuriser la récolte et de libérer le sol suffisamment tôt. Le deuxième, c'est le choix du profil d'acide gras. Le troisième, c'est la productivité et la régularité. On va parler des rendements, de la teneur en huile et de la teneur en protéines.
le dernier critère, ce sont les critères agronomiques. Donc, on a les profils maladies et d'autres critères que je détaille. Alors, je vais revenir en détail sur ces 4 points importants. Le premier critère que je vais aborder, c'est adapter le groupe de précocité variétale à son contexte pédoclimatique de manière à sécuriser la récolte. Alors, pourquoi adapter le groupe de précocité variétale? Nous avons un contexte climatique en pleine évolution. On observe une accélération des températures moyennes. Ce changement de température offre de nouvelles possibilités pour les régions au plus au nord et cela permet d'envisager un développement du tournesol dans ces nouveaux secteurs, le cas des Hauts-de-France par exemple. À cela, on a une innovation variétale qui s'intensifie d'année en année. En témoigne l'apparition de séries très précoces au sein des synthèses variétales chez Terrinovia. Pour appréhender la potentialité de la culture de tournesol, nous allons passer par de la modélisation et pour cela, nous avons modélisé pour chaque groupe de précocité la faisabilité de cette culture. Ces groupes de précocité sont définis par l'accumulation de sommes de température entre le semis et la maturité, allant de 1500 degrés jour pour la série très précoce, BAS6, et jusqu'à 1700 degrés jour pour la série mi-tardif. Il est évident que c'est de la modélisation, c'est des valeurs moyennes et forcément ça varie en fonction du lieu, de la conduite, mais aussi de la météo. La première carte simule la date de récolte d'une série mi-précoce pour un semis au 5 mai. Alors le 5 mai, c'est la valeur médiane des semis suivant nos enquêtes culture de 2017. Nous avons simulé le décile 8 pour appréhender une nouvelle fois la faisabilité de cette culture. Le décile 8 correspond à une date de récolte inférieure dans 8 années sur 10, ce qui nous permet vraiment d'extrémiser les résultats de manière à ne pas avoir de mauvaises surprises si on a une année plutôt fraîche. De plus, cette récolte ne doit pas être trop tardive pour ne pas tardifier les semis suivants. Le code couleur à votre gauche symbolise des dates de récolte. Donc en vert, ce sont des dates plus qu'acceptables avec des conditions de récolte favorables. On sera avant le 1er octobre. En jaune et en orange, nous approchons des conditions climatiques plus aléatoires avec une probabilité de pluie plus importante. En rouge, c'est après le 1er novembre. Ce sont des conditions de récolte plus qu'aléatoires, on va dire. Donc si on s'intéresse à la carte pour cette série mi-précoce, on peut voir une aire de distribution des couleurs vertes, limite Poitou-Charentes à l'ouest, et à l'est, la limite sera le département de la Saône-et-Loire. Au-dessus de ces zones-là, on a un dégradé de jaune-orange. On voit qu'on arrive à des dates de récolte un peu plus aléatoires pour cette série mi-précoce. Encore au-dessus, dans les régions Grand Est, Nord-Grand Est, les régions maritimes et les Hauts-de-France, on voit que ce sont des dates trop tardives après le 1er novembre. Bien évidemment, on a simulé le 5 mai. Si on simule des dates de semis ou qu'on sème plus tardivement, on aura une aire de distribution qui sera différente. Si on fait le même exercice, même cheminement avec une série précoce, donc là, ce qui va changer, c'est vraiment les sommes de température, on constate que l'aire de distribution s'agrandit. On voit bien que le vert se déplace un peu plus au nord. Et là, l'Île-de-France, la région Grand Est, les départements de la région Grand Est, l'Alsace, la Bourgogne est englobée. Donc, seuls les Hauts-de-France, finalement, et le Nord-Grand Est est exclu pour un semis du 5 mai pour cette série précoce. Pour la série très précoce, là, c'est un ensemble du territoire où on a des récoltes, on va dire, faisables. Donc, on n'a plus de date de récolte après le 1er novembre. Pour les Hauts-de-France, on reste toujours dans des années, dans des périodes courant octobre. Donc, ce qu'on peut en retenir de ces cartes de simulation, c'est que la série très précoce est utile dans les régions Hauts-de-France et Nord-Grand Est, si on veut développer ce tournesol. La série précoce, elle peut être adaptée dans toute la France, même dans le sud, dans le cas de présence de semis tardifs, pour des faux semis, par exemple. Pour la série mi-précoce, là, on va vraiment la limiter à la limite Poitou-Charentes à l'ouest et la limite Saône-et-Loire à l'est. Je voulais revenir sur certaines questions qu'on nous pose régulièrement, sur la perte de rendement si nous précocifions le tournesol.
Cette année, dans un essai partenaire des Deux-Sèvres, on observe une différence de rendement de 4 quintaux par hectare entre une série précoce et une mi-précoce. Alors, il faut bien prendre en compte que c'est un essai à un endroit donné. De plus, nous pensons que ce delta est plus faible les autres années, car cette année, nous avons des conditions de remplissage favorisant les mi-précoces. Juillet-août, on n'a pas eu de stress hydrique. Donc, dans les cas des 2-3 dernières années où on avait des stress hydriques assez marqués après floraison, on pense que ce delta serait un peu plus faible. Ajouté à ça, il faut prendre aussi la maturité à la récolte. Et la question est à se poser en amont et la disponibilité des capacités de séchage de son OS. Est-ce que notre organisme est en capacité? Et dans un deuxième temps aussi, il faut prendre en compte le coût de frais de séchage. Donc voilà pour le premier critère. Le deuxième critère qu'on doit prendre en compte, c'est le profil d'acide gras. Alors, il existe deux types, l'oléique. Alors, en agriculture bio, c'est un marché agroalimentaire d'huile de friture, et le linoléique, c'est utilisé plus souvent pour la mise en bouteille. Quel profil d'acide gras à choisir? Les organismes économiques et débouchés envisagés dans l'Est orientent en grande majorité vers un profil oléique. Donc là, on vous encourage vraiment à vous renseigner auprès de votre organisme stockeur pour ne pas avoir de mauvaises surprises après récolte. Une nouvelle question nous arrive très souvent, c'est la différence de rendement entre les linos et les oléiques. Sur notre graphique, nous comparons deux campagnes de 4 essais en 2020. Alors ces essais sont des essais issus de notre réseau multipartenaire variétal en agriculture biologique. Donc on en avait 4 en 2020 et 6 en 2021. Et on observe une différence de 4% en 2020 et de 3% en 2021, ce qui nous fait une différence de 1 quintal par hectare. Donc sensiblement, c'est pas énorme. Ce qu'il faut retenir vraiment du profil d'acide gras, c'est la contractualisation pour vraiment pas avoir de mauvaise surprise. Donc à voir avec votre OS si vous avez des débouchés. Le troisième critère à prendre en compte, et celui qui revient souvent, c'est la productivité et la régularité. Donc on a le rendement et la teneur en huile. Et pour approcher un peu cette productivité, Terrinovia a sorti depuis l'année dernière, et cette année, ça va bientôt sortir, on espère en fin de semaine, une synthèse variétale série précoce, oléique et linoléique, grâce à son réseau variétal avec ses partenaires. Je vous ai mis un graphique à droite issu de cette synthèse, où on voit ces rendements d'essais pluriannuels et aussi des essais de cette année. À ne pas oublier, dans cette synthèse, on a aussi d'autres caractéristiques importantes comme la teneur en huile. Cette synthèse sera disponible, on l'espère, en fin de semaine, sur notre site Maïva. Donc vous avez le lien là-dessus, sur cette diapositive. Autre critère que j'ai appelé critère en devenir, c'est la teneur en protéines. Alors pourquoi? C'est une réglementation qui a évolué depuis le 1er janvier 2022. Il ne sera plus possible d'incorporer 5% de matières premières d'origine conventionnelle, comme autorisé jusqu'alors par dérogation. Ce passage 100% bio oblige les fabricants d'alimentation du bétail à revoir les formulations de leurs produits afin de conserver une teneur élevée en protéines et maintenir l'équilibre lysine et méthionine dans leur stabilisation pour la fabrication. Pourquoi le tournesol est intéressant? Vu qu'il a une teneur en méthionine élevée et une teneur en lysine assez faible, ce qui est complémentaire avec les protéagineux qui, eux, ont une teneur en méthionine assez faible et une teneur élevée en lysine. Les simulations réalisées par l'ITAM montrent que cette modification va entraîner un recours massif au tourteau de soja et aussi de tournesol en agriculture biologique. Puis ce tournesol, cette teneur en protéines, peut être encore très intéressante pour tout ce qui est iPro, donc c'est plus de 30% de protéines sur matière sèche des huiles. Donc voilà pour le critère, on va dire, productivité et régularité. Et le dernier critère à prendre en compte, les critères agronomiques, comme je les appelle. Je vous rappelle qu'il existe des maladies sur tournesol et qu'elles ont une certaine nuisibilité. Pour choisir les caractéristiques maladies de son tournesol, nous vous invitons vraiment à choisir les maladies les plus fréquentes
et nuisible sur votre territoire afin de privilégier les variétés très peu sensibles et peu sensibles à ces maladies. Une nouvelle fois, une fois que vous avez fait ce travail de hiérarchisation, on vous invite à aller sur le site Myvar pour regarder un peu les caractéristiques de ces variétés. Il y a d'autres critères agronomiques qui peuvent rentrer en compte. On a visé une bonne vigueur au départ, comme l'avait dit Christophe, pour aussi limiter tout ce qui est dégâts de bioagresseurs. Avoir une meilleure couverture du sol en agriculture biologique, c'est pour vraiment couvrir le sol et éviter le problème adventice. Avoir une meilleure tolérance au stress hydrique et garder un effet vert plus longtemps. Donc voilà, j'en ai fini pour les critères à prendre en compte. Je vais laisser place maintenant à Stéphane de Limagrin Semences, exposer un peu la stratégie de son entreprise sur le développement du tournesol. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit, juste le plein écran, et puis ça sera bon. Est-ce que c'est bon? C'est le mode présentateur? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, nous concernant par rapport à la démarche agriculture biologique, donc on a essayé d'identifier différents leviers et donc je vais vous exposer rapidement un peu notre point de vue pour LG Semences sur cette approche de variétés qui soit adaptée aux itinéraires d'agriculture biologique. Donc déjà, notre premier objectif, c'est véritablement d'apporter le meilleur rendement et surtout de le sécuriser et de sécuriser aussi la régularité. Faire du rendement à l'instant T, c'est très bien, mais pouvoir reproduire ce potentiel et le conserver tout au long du cycle, c'est vraiment un élément important à nos yeux, que ce soit en agriculture biologique ou en conventionnelle, puisque pas mal de surfaces sont cultivées, sont cultivées aussi dans des situations séchantes. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en ligne de compte. Donc, l'image qui est ici, c'est vraiment une somme de leviers qui va être actionnée pour essayer d'atteindre le meilleur potentiel. Et derrière ça, c'est bien sûr l'expression du potentiel et de sa régularité avec les spécificités de la conduite bio par rapport à ce qui nous est demandé. Bien sûr, et Benjamin en a parlé, c'est la tolérance à l'ensemble du complexe maladie, tout le complexe sanitaire. On parle du mildiou, mais il y a tout un panel de maladies qui sont derrière et qui doivent être intégrées dans la tolérance variétale. Et un des leviers qui nous semble aussi important, c'est la vigueur d'installation. La vigueur d'installation, c'est vraiment un critère très très important. Christophe en a parlé tout à l'heure sur les conditions pour l'implantation du tournesol. Il faut pouvoir positionner la bonne variété qui a la meilleure vigueur possible dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse s'installer rapidement et donc avoir une pousse la plus dynamique et continue, puisqu'on sait que quand on a des phases d'arrêt végétatif, globalement, les adventices, par exemple, peuvent prendre le dessus sur la culture. L'aptitude à fermer le rang, c'est aussi un élément important, donc c'est un peu en lien avec la vigueur d'installation, mais c'est véritablement toujours d'avoir cette optique de pousse dynamique, continue, pour que quelque part, les adventices, dans la concurrence entre les adventices et la culture d'intérêt, le tournesol prenne le pas sur les adventices et puisse étouffer quelque part une partie du salissement et donc limiter la concurrence. Un autre point important sur lequel on travaille chez LG Semences, c'est la masse foliaire. On part du principe qu'une masse foliaire qui sera contenue, et on le verra tout à l'heure, a peut-être plus d'intérêt que des masses foliaires trop importantes et trop exubérantes, et qui soient fonctionnelles dans le temps et le plus longtemps possible pour pouvoir permettre l'expression du potentiel rendement, mais aussi de la qualité des graines, entre autres sur la teneur en huile. Et forcément, on travaille aussi sur la tolérance au stress, essentiellement stress hydrique et thermique, qui sont des éléments importants puisque quand même pas mal de surfaces cultivées en France sont dans des situations qui peuvent être séchantes. Donc tout ça, c'est vraiment
un ensemble de leviers pour répondre aux attentes des agriculteurs. Et si on fait aussi un focus sur l'aspect tolérance au stress thermique et hydrique, bah, c'est vrai que même si 2021 a été très humide sur quasiment tous les bassins de France, en tout cas depuis 2016, on assiste vraiment à des épisodes de sécheresse très très marqués. Pas forcément sur tout le territoire, mais vous le voyez au fur et à mesure des années, certains territoires peuvent être très très impactés par rapport à ce stress-là. Et le tournesol, globalement, est souvent cultivé dans des situations de petites terres, de sols superficiels ou de sols qui peuvent être soumis à des stress hydriques et thermiques. Donc, comme toute plante, il faut absolument que le tournesol puisse capter le maximum de lumière depuis le stade le plus jeune et tout au long de la culture, pour qu'il puisse exprimer son potentiel. Et donc, il faut qu'il puisse capter tous les éléments et que la machine, quelque part, la machine photosynthétique puisse fonctionner. Sur le graphe qui est ici à droite, c'est une étude qui avait fait Terrinovia il y a quelques années sur la corrélation entre la teneur en huile et la durée de vie de la masse foliaire. Et on voit très clairement que plus on avance dans le temps, et plus la teneur en huile est élevée. Ce qui veut dire que globalement, il faut que la masse foliaire puisse tenir le plus longtemps possible pour pouvoir exprimer bien sûr le potentiel, mais tout le critère qualitatif aussi de la graine. Donc pour ce qui nous concerne, on prend ces éléments en compte et on a identifié au niveau de la recherche et du développement chez LG Semences deux grandes typologies, on va dire, de masse foliaire ou on va dire un peu de phénotype de plantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, les structures sapins, c'est-à-dire plutôt des grosses masses foliaires sur les étages bas des plantes et qui vont plutôt réduire sur le haut de la plante, qui vont capter beaucoup de lumière en début de cycle, donc ça peut avoir un intérêt effectivement sur la phase d'installation. Et puis des structures qui vont être plus équilibrées, c'est-à-dire des feuilles qui seront peut-être moins importantes sur le début de cycle et qui va peut-être dans la conduite qui vont être plus adaptées à des conduites d'écartement à 50 ou 60 cm. Tout ça, c'est pour essayer de toujours cette philosophie de capter le maximum de lumière. Donc ça va aller sur le début de cycle, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller sur la fin de cycle, puisque comme toute plante, à un moment donné, quand elle va subir soit des stress hydriques ou thermiques, elle va réguler sa masse foliaire, et puis de toute façon, au fur et à mesure du cycle, elle va limiter sa masse foliaire. Et donc on voit ici sur nos deux typologies que globalement, quand on va perdre des étages foliaires sur des masses foliaires plus importantes, on va se retrouver en fin de cycle à capter un peu moins de lumière puisque la surface foliaire sera moins importante. Alors que des structures dites plus équilibrées vont permettre, même si on perd quelques étages de feuilles, de capter un maximum de lumière. Donc ça, ce sont des travaux que l'on fait chez LG Semences depuis la phase de recherche et de développement sur la qualification de ces hybrides-là pour pouvoir accompagner justement cette captation de lumière et aller chercher le maximum de lumière. Voilà, donc ce qu'il faut retenir dans cette approche pour ce qui nous concerne chez LG, c'est qu'on essaye d'intégrer l'approche variétale comme étant un levier qui va correspondre aux attentes bien sûr des agriculteurs mais aussi de la filière, et donc tout ça on essaye de le mettre en avant avec des avantages qui vont permettre d'exprimer ce potentiel et que l'agriculteur retrouve l'intérêt et le potentiel de la variété à l'autre bout. Voilà Benjamin. Merci Stéphane. Je vais laisser la place à Didier maintenant de partager cette présentation. J'arrive. Bonjour à tous. Didier Bonnotte de RGT Semences. Tout le monde a le visuel sur la présentation? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, RGT Semences est un semencier multi-espèces et on travaille notamment le tournesol. On est semencier français basé en Aveyron. Et donc, je vais vous présenter des éléments de notre programme de sélection tournesol avec les particularités pour le choix des variétés qui sont proposées en gamme bio. Donc, pour commencer, je vous ai remis les 5 piliers des programmes de sélection tournesol chez RGT Semences. Vous retrouvez, comme l'a présenté mon collègue précédemment, le critère essentiel de rendement, qui est le rendement qui s'appuie sur les composantes de rendement, nombre de grains par capitule, par mètre carré, et puis le PMG.
En deuxième critère, on aura la stabilité. Bon, c'est des choses qui sont constantes hein, dans les programmes de sélection des semenciers. Les critères de stabilité, de tolérance. Le troisième critère, je vais vous parler des résistances aux maladies, comment on les travaille chez RAGT Semences. Ensuite viennent les critères agronomiques. Donc là, on va retrouver des critères morphologiques de vigueur, de taille, de plante, de position de capitule également. Et puis la capacité à l'autopollinisation. Et puis, on a le dernier pilier qui est le pilier qualité, donc avec notamment la teneur en huile, qui est le critère essentiel et qui est le critère de valorisation du tournesol, puisque la valeur de la graine de tournesol est faite à 80% par l'huile. Donc, je vais vous reparler pour la partie. Donc, on n'a pas de programme spécifique de sélection en agriculture biologique pour le tournesol. Par contre, les critères qui sont pris en compte dans notre programme correspondent bien de toute façon aux exigences tournesol, et il y a certains critères sur lesquels on sera plus exigeant pour le choix des variétés en gamme bio. C'est ce que je vais vous présenter en suivant. Donc, au niveau du rendement, on va s'appuyer sur un réseau d'expérimentation européen. Bon, là, je vous ai mis simplement la carte France pour vous montrer un peu la densité de notre réseau d'essais. L'objectif, c'est bien sûr de tester les variétés dans des conditions très variées qui vont reprendre les conditions les plus larges possibles pour voir les réactions des plantes dans les conditions les plus variées possibles. Et on va sélectionner des variétés le plus stables possible avec une régularité spatiale, géographique, et puis une régularité pluriannuelle des résultats, donc qui seront gages bien sûr de rendement toute situation pour ce qu'on vous proposera à mettre en culture. Au niveau du critère de stabilité, spécifiquement pour le bio, il y a un critère qu'on prend en compte, c'est le critère de floraison. Pour les variétés qu'on va proposer en gamme bio, on va regarder, on va privilégier des variétés qui auront des floraisons le plus précoces possible. Donc là, c'est ce que vous retrouvez sur les deux échelles, avec une échelle pour les variétés oléiques à gauche et une échelle pour les variétés linoléiques à droite. Et donc, vous retrouvez nos 4 variétés qui sont proposées en bio chez RAGT, et vous voyez qu'elles sont, par rapport à des témoins de marché, elles font partie des variétés précoces à floraison. Donc ça, c'est pour avoir une forme d'esquive par rapport aux stress estivaux, en particulier les stress thermiques, par rapport aux conditions semis qui vont être plus tardives en agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle. Donc quand vous voyez nos variétés demi-précoces à maturité, Angelo ou Donatello, elles ont des floraisons qui vont être classées précoces, malgré leur maturité mi-précoce. Donc, le deuxième critère, ça va être pour la stabilité. On va regarder aussi par rapport à la tolérance au stress de température à floraison. On va regarder le critère spécifiquement de fécondation. Et on va choisir des variétés qui auront des bonnes fécondations, quelles que soient les conditions. Donc là, vous retrouvez un exemple par les 2 photos avec Angelo, qui est notre variété oléique demi-précoce en gamme bio, qui est une variété qui présente toujours des bonnes fécondations, contrairement à un exemple de variété témoin qui a une note de 5, et où vous voyez que le cœur du capitule n'est pas bien fécondé. Donc ça, c'est pareil, ça va être important et complémentaire de la partie précocité floraison en agriculture biologique par rapport au semi-tardif. Si on glisse sur le critère maladie, là, vous retrouvez les principales maladies sur lesquelles on travaille, ou en tout cas les maladies les plus importantes, sur nos programmes de recherche en tournesol. À noter qu'on a un service spécifique de pathologie des plantes chez RAGT, c'est une particularité de l'entreprise et donc qui ne travaille que sur les maladies des différentes espèces qu'on propose. On va travailler les maladies à 2 échelles, à l'échelle du laboratoire ou à l'échelle de tests au champ. Suivant les maladies, donc il y a une maladie comme le mildiou qu'on va travailler exclusivement en laboratoire. D'autres maladies comme le verticillium ou le phomopsis qu'on va travailler exclusivement au champ, avec soit des conditions naturelles, donc on se met dans des parcelles où on sait qu'il y a la maladie, c'est le cas pour le verti. On peut également provoquer la maladie avec des contaminations artificielles, ça c'est le cas pour l'évaluation sur le comportement au phomopsis. Puis après, vous avez d'autres maladies qu'on va travailler à la fois en labo et au champ, comme le rebranche ou le sclérotinien, maladie ou parasite.
Spécifiquement pour l'agriculture bio, dans les choix variétaux, il y a 3 maladies sur lesquelles on va être particulièrement exigeant, c'est le mildiou, le verticillium et le phomopsis. Et donc sur les choix variétaux gamme bio, on va vous proposer des variétés avec le meilleur comportement possible sur ces 3 maladies-là, où on repose essentiellement sur des tolérances génétiques pour contrôler ces maladies. Le dernier critère sur lequel je voulais vous présenter des éléments, c'était les critères agronomiques. Et là, donc l'approche qui est également très proche de celle que vous a présentée mon collègue précédemment, c'est d'être particulièrement exigeant sur le démarrage des variétés. Et donc au niveau des RAGT, on identifie nos meilleures variétés avec un label, le label Vigor Plus, donc concernant les démarrages les plus robustes en termes d'implantation et de mise en place de la culture en début de cycle. Donc le label Vigor Plus, on va l'attribuer en évaluant les variétés sur plusieurs années d'expé, avec plusieurs lots de semences pour s'affranchir d'éventuels biais. Et on va regarder 3 critères, la vigueur au départ, l'homogénéité et la couverture. Donc ça, c'est un élément qui est de manière générale pour la culture du tournesol très important. Et il est encore plus important en agriculture biologique où, par exemple, par rapport au désherbage, on est plus limité en solution. Donc, si on reprend les 3 éléments qu'on va évaluer pour l'attribution du label Vigor Plus, il y a la rapidité à l'implantation. Vous voyez une illustration là par les 2 photos entre une variété Vigor Plus et puis une variété témoin. Donc, on va avoir une dynamique de démarrage beaucoup plus intéressante, beaucoup plus rapide, avec une pousse, et vous le voyez par le nombre de paires de feuilles supérieures sur la variété Vigor Plus, donc un démarrage qui va être beaucoup plus rapide. Ça va être un atout par rapport à la gestion des ravageurs, à la fois prédateurs dans le sol, et puis les ravageurs aériens, les oiseaux en particulier. Donc ça permet d'avoir une implantation plus rapide et de se mettre à l'abri un peu plus vite des dégâts de ravageurs. On regarde en deuxième critère l'homogénéité. Donc, il y a une partie d'expression génétique sur l'homogénéité. Il y a des variétés qui vont être intrinsèquement plus homogènes que d'autres. Donc, pour l'attribution du label Vigor Plus, ce que vous voyez sur les photos, on va identifier les variétés qui sont les plus homogènes possibles. Donc là, c'est la multiplicité des notations et des sites qui nous permettent d'identifier les variétés qui correspondent aux critères. Et le 3e point, ça va être la couverture rapide de l'interrang, où donc on va avoir les masses foliaires les plus développées possibles pour bien sûr limiter le développement des adventices, et puis également avoir la meilleure interception lumineuse, et puis maximiser les chances d'expression du potentiel de rendement de la culture. Au niveau de l'évaluation, donc on passe énormément par des notations visuelles, puis on a validé ces notations visuelles avec Terrinovia, notamment dans des essais avec l'utilisation de drones. Donc vous retrouvez sur les 2 photos, la photo de gauche là, avec notre variété précoce linoléique Axel, une traduction avec l'utilisation des drones de l'analyse qui est faite des photos pour voir le pourcentage de vert des plantes par rapport au sol. Et donc la traduction dans les graphiques à côté, graphique donc sur 2 passages de drone à 2 stades différents, stade B2 et au stade B4. Et vous voyez que la variété Axel, en l'occurrence Vigor Plus, a une masse foliaire sur aux 2 stades évalués qui est plus importante que les variétés témoins. Concrètement, sur la note de vigueur au départ, en fait, c'est 1 point à 1,5 de mieux pour les variétés Vigor Plus par rapport aux témoins. Donc là, vous avez le cas pour la série précoce oléique avec un Buffalo. Donc l'apport de Buffalo en termes de vigueur au départ par rapport à la moyenne des variétés de la série précoce oléique, il est de 1,2 exactement. Donc on valide bien sur ces notes de vigueur au départ le label Vigor Plus. Donc voilà sur la partie génétique et donc la traduction des choix de gamme pour les variétés bio sur les critères essentiels. Au niveau des RAGT, on va compléter donc cette base génétique par un enrobage, un biostimulant proposé donc systématiquement en bio puisqu'il est homologué en bio. Donc pour travailler sur la partie alimentation de la plante.
Donc cet enrobage, ce biostimulant s'appelle Fortify. C'est un complément par rapport à tout ce que je vous ai présenté avant sur les critères génétiques qui restent essentiels, tout comme les critères agronomiques. Ça ne viendra pas compenser compenser des défauts agronomiques ou de mise en place de la culture dans l'ITK ou des défauts génétiques, c'est-à-dire une plante qui n'aura pas une bonne vigueur au départ. Vous ne pourrez pas compenser par l'enrobage ce défaut de vigueur au départ. Donc, par contre, ça va être du plus sur ces aspects et génétiques et agronomiques. Donc l'enrobage qu'on propose, le biostimulant qu'on propose, il y a 2 souches bactériennes en fait dedans qui sont complémentaires. C'est des bactéries qui sont naturellement présentes dans le sol, qui sont encapsulées pour garantir leur viabilité sur la graine en enrobage. Et donc les 2 bactéries vont coloniser rapidement le système racinaire des plantes de par leur présence dans l'enrobage. En termes de mode d'action, donc là vous retrouvez les deux souches bactériennes. Elles vont permettre un développement racinaire supérieur, elles vont stimuler la germination et améliorer le développement racinaire en particulier. Et elles vont aussi permettre une meilleure solubilisation de certains minéraux, donc le fer, le bore, le potassium et le phosphore. Donc voilà pour les modes d'action. Et du coup, on va avoir, donc, par rapport à la stimulation du système racinaire, on va avoir une amélioration de la tolérance par rapport aux conditions de semis difficiles. Et puis par la solubilisation des minéraux, l'amélioration de la croissance des plantes, on va aussi assurer un plus en rendement. Donc ce plus, vous le retrouvez là sur une évaluation sur 5 années. Donc là, sur des lots identiques de semences, sur 5 années, donc avec des conditions climatiques différentes, on a un gain de 0,9 quintaux avec et sans. Enfin, le Fortify permet un gain de 0,9 quintaux dans nos essais. Donc voilà pour la démarche de RAGT. En conclusion, donc là, je vous ai remis les 5 leviers génétiques sur lesquels les 5 piliers de la sélection variétale. Et puis vous retrouvez à gauche les éléments sur lesquels on va être particulièrement attentif pour les choix de variétés en gamme bio. Donc la stabilité, bien sûr, toute situation. Les critères de floraison précoce et de fécondation qui vont être importants par rapport aux semis plus tardifs. Les 3 maladies sur lesquelles on va être sur des profils TPS ou TPS-PS dans l'offre gamme bio. Donc les 3 maladies, ça va être le mildiou, le verticidium et le phonopsis. Et puis le critère essentiel où nos 4 variétés proposées en bio aujourd'hui ont ce label, c'est le label Vigor Plus. Voilà. Et puis le complément avec le biostimulant Fortify proposé sur notre gamme bio. Donc voilà pour la démarche de RAGT globalement en tournesol et plus spécifiquement en agriculture biologique. Merci Didier, merci Stéphane. Ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Donc Stéphane, tu as répondu pour LG, on va dire, sur le chat. La question, c'est « Bonjour, les critères de couverture de sol, stégrine et tolérance au stress hydrique sont rarement stipulés sur les fiches techniques. Les semenciers vont-ils standardiser ces observations pour distinguer les meilleures variétés sur ces critères? Qu'en est-il pour vos structures respectives ?» Je te laisse répondre Didier, vu que je crois que… Je commence, ouais. Donc la standardisation, alors je ne sais pas si elle est travaillée aujourd'hui, en tout cas il n'y a rien effectivement concrètement aujourd'hui. Et après, bon, c'est pour ça qu'RAGT a travaillé ce label Vigor Plus qui permet d'identifier nos variétés justement qui ont ce développement, enfin ce démarrage vigoureux et ce développement, cette mise en place de masse foliaire intéressante en début de cycle. Mais ça reste effectivement un critère spécifique RAGT. Mais par contre, voilà, derrière, vous avez cette identification des variétés avec un bon développement. Merci. Stéphane, je te laisse évoquer ce que tu as écrit. Oui, nous, c'est effectivement, c'est un petit peu dans la même logique, standardisation. Je pense que chaque firme a une approche qui peut être un petit peu différente. Pour ce qui nous concerne, effectivement, les variétés qui seront proposées en agriculture biologique et voire même, il y a des transpositions qui se font en agriculture conventionnelle. Donc, on a lancé cette année un certain nombre
c'est pas des labels, mais on appelle ça plutôt des avantages qui vont permettre d'identifier sur nos fiches techniques et sur nos communications le comportement de nos variétés, que ce soit vis-à-vis du mildiou ou du stress hydrique, par exemple, pour ne citer que cela, mais il y en a un certain nombre sur l'ensemble de l'espèce. Voilà. Merci. Une question alors qui revient, c'est pourquoi cette année il n'y a plus de semences de lino en bio? Il y a un problème au niveau de la production. Alors, est-ce qu'il y a eu une anticipation suffisante au niveau des plans de prod? Je ne sais pas. C'est vrai que les surfaces ne sont pas forcément les mêmes d'une année sur l'autre. Il y a eu un développement des surfaces de tournesol aussi là, ces dernières années par rapport aux baisses de surface de colza. Et cette année, bon, si je peux parler pour RAGT, on a notamment, oui, sur le lino précoce bio, hein, où on est mais également en conventionnel, on est très déficitaire en termes de volume de semences disponibles. Donc c'est lié en grande partie à la production. Même chose pour toi, Stéphane, je pense. Oui, c'est la même approche, effectivement. Il faut savoir que quand on produit les semences, il y a toute une anticipation, hein, puisqu'on prévoit les choses 1 an, pour pas dire 2 ans à l'avance par rapport aux semences de base. Donc, forcément, à un moment donné, il y a des choses où c'est compliqué de pouvoir prévoir l'engouement qu'il y aura dans 2 ans sur telle ou telle culture. Et l'autre paramètre qui rentre aussi en ligne de compte, c'est que les récoltes relativement tardives cette année ont entraîné des développements de maladies sur les graines qui font qu'à un moment donné, certains lots qui ne passent pas en termes de commercialisation, et on ne peut pas prendre le risque de les commercialiser par rapport à la démarche agriculture biologique. D'accord. Une question pour Didier, là. Toutes les variétés retenues en bio sont-elles Vigor Plus et enrobées Fortify d'origine? Oui, exactement, oui, c'est ça. Ouais. Donc on a 4 variétés aujourd'hui en gamme bio. Donc on a 2 lino et 2 oléiques, un précoce à chaque fois et un demi-précoce. Et nos 4 variétés ont le label Vigor Plus. Elles ont des profils mildiou, FOMO et Everti qui sont très bons. Et elles bénéficient effectivement systématiquement du biostimulant Fortify. Merci. Et dernière question pour vous deux. Comment expliquez-vous la baisse de production de miel dans le butinage de certaines variétés de tournesol? Est-ce que vous avez la réponse? Non, j'avais déjà eu la question, Didier. Ouais. J'avais déjà eu la question. C'est pas une chose qu'on évalue ou sur laquelle il y a eu un travail suffisamment rigoureux en termes de démarche analytique. Donc j'ai aucune réponse par rapport à ça. Je suis dans le même cas de figure que Didier. Effectivement, c'est des choses qui nous ont été remontées, où on a été questionné. Des travaux, c'est compliqué à mettre en œuvre aussi. Donc, c'est des choses qui ont pu être regardées, mais sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse par rapport à ces remarques. C'est souvent, ça doit être multifactoriel et c'est très difficile d'évaluer la partie variable. C'est pas impossible, mais ça serait des protocoles très lourds pour évaluer, je pense, la partie variétale s'il y en a une. Merci à vous deux.